Bien, bonjour. Bienvenue à ce cours d'histoire, d'introduction à l'analyse économique. Alors, on va reprendre le cours. J'attends que voir si les gens se connectent. Oui, les gens se connectent, tout va bien. Donc aujourd'hui, on est sponsorisé par le café de la faculté de droit d'économie et gestion. Vous voyez, en tant qu'enseignant, j'ai le droit j'ai eu le droit à une magnifique tasse Made in China. Et donc j'ai décidé que, comme c'est ma journée à 8 heures de cours, que j'allais faire cours avec du café pour me donner un peu de courage. Alors, autre chose d'ailleurs. Normalement, je fais une pause de 10 minutes. Je pense que là, je vais sans doute pas faire de pause. Parce que j'aimerais terminer 10 minutes avant, parce que j'enchaîne sur un autre cours après, et que voilà, je préfère faire une pause entre les deux cours. Voilà, donc on fera 1h50, 1h45 peut-être, on verra de cours au total. Alors, regardez ici, alors attendez, est-ce que vous voyez bien mon... Oui, oui, normalement vous voyez mon écran, je vérifie, oui, tout va bien. Euh, euh, donc, donc vous voyez que on a presque fini là, le chapitre 5 et regardez, on a presque fini le cours. Hein, le semestre fini là, on est à diapo 141 et il y a 195 diapos, hein, donc il en reste beaucoup moins. Alors je vous propose d'aller, voilà, de commencer directement et de reprendre les questions du chapitre 5 très brièvement avant d'aborder le chapitre 6. Donc évidemment, la question première à voir, c'est bien sûr les questions de définition. Hein, voilà, donc il faut savoir la définition, tous les mots en rouge, toutes les expressions en rouge. Qu'est-ce que la détermination de l'échange? En quoi le marché est-il susceptible de la résoudre? Alors là, il faut dire que l'indétermination de l'échange, c'est le fait que on ne sait pas à quel prix un échange interindividuel peut se conclure, puisque les prix de réserve de l'acheteur et du vendeur sont parfois assez éloignés l'un de l'autre, et le prix peut théoriquement se trouver n'importe où. Hein, et donc comment le marché fait-il pour le résoudre? Eh bien, en déterminant un prix normal. Hein, et comment il fait ça? Eh bien, parce qu'on a comment dire, des, des biens, pardon, excusez-moi, des marchandises qui sont comparables, c'est ça qu'il faut dire. Des marchandises qui sont comparables et une unité monétaire aussi qui est la même, hein, ce qui permet de pouvoir comparer correctement les prix, hein, parce que là aussi, si on avait un marché avec du troc, eh bien, on ne pourrait pas faire ça, on ne pourrait pas faire des comparaisons. Bon, pourquoi et comment réguler le marché? Hein, j'abrège, hein, je réponds pas à toutes les questions. Pourquoi? Parce qu'on peut ne pas être satisfait du système de marché. Voilà. Comment réguler? On peut limiter le marché, hein, son étendue. On peut faire en sorte de développer du non marchand, hein, dans l'économie, parce que l'économie c'est pas que le marchand, ça peut être aussi du non marchand, ce qui est le cas typiquement des services publics. On peut aussi intervenir sur le marché en régulant les prix, en instaurant des normes. Hein, réguler les prix, c'est par exemple comment dire, le SMIC, hein, qui régule les prix sur le marché du travail. Bon, les principes en économie néoclassique qui font le comportement des consommateurs. Chacun dans les consommateurs, donc ce sont des agents rationnels, ils ont une contrainte, le budget, ils essayent de maximiser leur utilité, hein, c'est ça le principe, en observant les prix et en répondant à ces prix des comportements d'achat. Voilà. Qu'est-ce qui explique que dans le modèle néoclassique, la courbe de demande collective du marché soit décroissante en fonction du prix? Bon, là, il faut revenir sur l'utilité marginale décroissante, voilà, et reconstruire la courbe de demande individuelle. Hein, et puis ensuite dire, la demande collective, c'est la somme de toutes les demandes individuelles, et puisque toutes les demandes individuelles sont décroissantes, eh bien, on va forcément avoir une courbe de demande collective décroissante, elle aussi. Je passe un peu quelques questions. Savoir déterminer le niveau où l'entreprise est la plus efficace, le niveau de production optimal en fonction du prix de marché, calculer le profit et le représenter graphiquement. Ça, vous allez faire ça en TD normalement. Mais de toute façon, voilà, faut savoir faire ça. Ça, on l'a vu à la fin du chapitre. Hein, représenter le profit, ça veut dire représenter la surface, hein, qui est au niveau du prix alors qu'on trouve comment cette surface? Eh bien, on fait la différence entre le prix, le prix et le coût moyen à l'échelle où l'entreprise va produire, et puis on multiplie par les quantités. Alors, tout le problème est comment on trouve, hein, le coût moyen, l'endroit où l'entreprise va s'arrêter de produire. Eh bien, c'est le moment où la courbe de coût marginal croise la courbe des prix.
Donc on trouve ça, on repère du coup au même niveau les, les coûts moyens et on multiplie. Qu'est-ce qui explique que dans le modèle néoclassique, la courbe d'offre collective du marché soit croissante en fonction du prix? C'est un peu la même question que tout à l'heure. Alors c'est bien sûr les rendements décroissants, hein, mais il faut expliquer là aussi. Hein, c'est un peu comme c'est une question symétrique hein, à la question qu'on a vu tout à l'heure. Peut-être que je vais rajouter une question là. Il n'y a pas la question sur la libre entrée. Ça sera peut-être intéressant de voir les hypothèses sur lesquelles est fondé le modèle du marché néoclassique. On les a vues en dernière diapo. Hein. Je vais sans doute rajouter une question. Alors vous verrez les questions. Je vais peut-être revoir un peu hein, des choses. Hein. Donc là, je vais marquer d'ailleurs. J'aimerais rajouter une question sur pourquoi à l'équilibre. C'est une question sur 2 points, je pense. Hein. Pourquoi à l'équilibre le taux de profit des producteurs est nul en économie néoclassique. Hein. Alors pourquoi? Parce qu'on a l'hypothèse de libre entrée, etc. Hein, donc voilà, donc je vais marquer ça et je rajouterai cette question. Ouais, ça vous demandera un peu plus de révision, mais ça fait partie des concepts importants de l'économie néoclassique. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de commencer le chapitre 6. Un chapitre extrêmement intéressant. Alors, sur une question que vous allez revoir, hein, moi je fais juste de l'introduction, je ne vais pas plus loin, mais c'est un chapitre donc, qui est consacré à la monnaie. Et la monnaie, c'est l'argent avec lequel on achète, on vend. Hein, mais pensez que la monnaie, c'est pas forcément quelque chose de physique qu'on touche. Hein, c'est vrai quand il s'agit de pièces et de billets, mais c'est aussi tout ce que vous avez dans votre compte. Voilà, et donc c'est l'essentiel de la monnaie en réalité. Il n'est pas physique, hein, il est dans les comptes bancaires des uns des autres, et vous payez avec cette monnaie, avec votre carte bleue, etc. La monnaie, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Mais qui a été une invention. Hein. Je veux dire, il y a des sociétés qui n'utilisent pas de monnaie, en tout cas pas de monnaie telle qu'on la conçoit aujourd'hui, c'est-à-dire une monnaie qui sert à acheter des choses. Hein, on n'a jamais trouvé de pièces de monnaie dans les tribus d'Amérique du Nord, par exemple, parce que les chasseurs-cueilleurs ou les personnes qui, voilà, certaines sociétés de chasseurs-cueilleurs ont des échanges, bien sûr, mais ces échanges passent d'une autre manière que par la monnaie. Et puis on a des sociétés, alors là je vous invite à lire David Graeber, hein, le livre d'Aide 5000 ans d'histoire dont je vous ai déjà parlé. Il y a un chapitre extraordinaire sur les monnaies sociales, c'est-à-dire il y a des sociétés dans lesquelles il existe de la monnaie, mais cette monnaie n'a pas du tout la même fonction que celle qu'on a aujourd'hui. Donc attention aussi quand on parle de monnaie, en fait parfois on mélange des choses qui peuvent être extrêmement différentes. Donc je vais donc maintenant parler de la monnaie, une monnaie spécifique et la monnaie qu'on utilise aujourd'hui. Je vais essayer de répondre dans ce cours à 2 grandes questions. J'ajouterai aussi 2-3 petits éléments qui ne répondent pas directement aux questions mais qu'il faut savoir. La première question, c'est d'où vient la valeur de la monnaie? Pourquoi la monnaie est acceptée aujourd'hui comme moyen de paiement? Pourquoi les gens sont contents d'avoir de la monnaie? Et pourquoi est-ce qu'on peut dire que la monnaie a de la valeur alors que, si on y réfléchit 2 minutes, hein, l'essentiel de la monnaie, j'ai dit, c'est une monnaie de compte bancaire, une monnaie qu'on appelle une monnaie scripturale, j'y reviendrai, c'est-à-dire un jeu d'écriture, et concrètement, voilà, c'est donc quelque chose qui est une forme de convention, la monnaie, c'est-à-dire qu'on dit que ça vaut de ça vaut de la valeur, et donc ça vaut de la valeur, mais au sens strict, ça n'a pas d'utilité. La monnaie, on ne peut pas la manger, on ne peut pas en faire grand-chose. Elle n'a d'utilité que parce qu'elle a une valeur d'échange. Donc on va essayer de réfléchir sur pourquoi ces choses, hein, pourquoi les chiffres que vous avez sur votre compte sont de la monnaie, pourquoi le papier monnaie de 50 euros il vaut beaucoup plus que la pièce de 50 centimes, alors que finalement on peut penser qu'il y a plus de matière dans la pièce de 50 centimes. Voilà, donc on va réfléchir à la valeur de la monnaie. Et puis il y a une deuxième question qu'on va aborder, qui est aussi une question extrêmement intéressante, et qui trouble beaucoup de gens, c'est d'où vient la monnaie, comment la monnaie est-elle créée aujourd'hui dans l'économie. Hein. Pourquoi est-ce que tout d'un coup on va voir par exemple qu'en 2018 il y a plus de monnaie disponible qu'en 2010 ou qu'en 1950 comment c'est possible? Alors on voit bien que la monnaie progresse parce que
l'économie et la prospérité globale progressent, hein, mais qu'est-ce qui fait que la monnaie apparaît? Et si la monnaie peut être créée par quelqu'un, cette personne doit être extrêmement puissante, hein, puisqu'elle devrait avoir tout l'argent du monde, une capacité de produire tout l'argent du monde, et nous verrons que c'est un peu plus compliqué que ça, et qu'en réalité, personne ne crée la monnaie. Hein, c'est ce que je vais essayer de vous expliquer, ou plus précisément, la monnaie est créée par l'ensemble des gens. Oui, alors, c'est la personne qui a moins 10 euros sur son compte, eh bien, elle a une monnaie, comment dire, elle n'a pas de monnaie au sens strict, hein, mais elle a emprunté à des gens, elle a emprunté à sa banque. Hein, ça veut dire que vous avez emprunté à votre banque si vous avez moins 10 euros sur votre compte. Bon, alors, vous voyez, l'intérêt, c'est comme je bois mon café en même temps, je fais des pauses, et comme je fais des pauses, je vous permets de noter davantage parce que je sais que je parle un peu vite. Alors, avant de répondre à ces deux grandes questions, je voudrais qu'on fasse un petit point sur, alors c'est un truc très classique qu'on retrouve dans tous les manuels, sur les fonctions de la monnaie, c'est-à-dire à quoi elle sert. Alors, on va dire que la monnaie sert à trois grandes choses hein, de la part de la société. La première chose, c'est que c'est un moyen d'échange. Ça veut dire que globalement, sa fonction première, et parfois certaines personnes voudraient que ce soit la seule, mais c'est idiot, on ne peut pas les dissocier différentes fonctions, c'est que c'est un moyen d'échange. Ça veut dire que la monnaie permet, on va dire, donne à ceux qui la possèdent une capacité de payer des dettes, d'acheter des choses, et ça facilite beaucoup les échanges justement, hein, puisque tout le monde finalement se retrouve sur un moyen d'échange commun. Donc, le fait de disposer de la monnaie qu'on peut utiliser à tout moment pour acheter n'importe quel bien, c'est ce qu'on appelle la liquidité. Hein, donc la monnaie, en fait, on va l'associer à quelque chose qui est 100% échangeable, qui est toujours accepté en contrepartie de quoi que ce soit, et cet objet, cet concept qui veut dire qu'un actif est échangeable extrêmement facilement et toujours accepté en échange, cette propriété de cet actif s'appelle la liquidité. Donc, pour le redire, la monnaie, c'est ce qui sera toujours accepté en échange de quelque chose. Et même, je vais vous dire un truc, c'est que la monnaie, on n'a pas le droit de la refuser. Un commerçant n'a pas le droit de vous refuser un paiement en monnaie. Alors, il a le droit de vous refuser un paiement en liquide, hein, c'est-à-dire en papier-monnaie, hein, parce que c'est la loi aussi qui est là. C'est-à-dire que la loi dit si vous devez payer, alors je ne sais plus quelle est la limite, mais plus de 1000 euros hein, pour un objet que vous achetez, vous n'avez pas le droit de payer en argent liquide. Ça sert à éviter les transactions en liquide hein, qui en fait sont la source très souvent de revenus illégaux. Hein, c'est-à-dire que les revenus illégaux, ils vont souvent passer par des transactions qui ne laissent pas de traces, c'est-à-dire par la monnaie en liquide. Et donc on essaye de limiter en quelque sorte l'usage de cette monnaie liquide en limitant ce qu'on peut acheter avec avec de la monnaie liquide. Alors, ça, c'est typiquement en France, c'est assez dur hein, parce qu'on a l'habitude de payer par carte bancaire, alors que dans d'autres pays, comme en Allemagne par exemple, ils ont plutôt l'habitude de payer en billets. Donc là, on peut acheter beaucoup plus de choses avec de l'argent liquide. Bref, quand je parle de liquidité, je ne parle pas que d'argent physique. Je parle bien sûr d'argent électronique également. Et aujourd'hui, l'essentiel des transactions en France sont le fait d'argent électronique. Et un commerçant, autant il peut vous refuser un billet de 500 euros, hein, s'il trouve que voilà qu'il n'a pas envie de vous rendre la monnaie sur 500 euros et qu'il doute que ce billet soit vrai, etc. Autant il ne peut pas vous refuser un paiement en monnaie en euros s'il est fait sous la forme qu'il convient. Donc la monnaie, c'est de la liquidité. Non, on ne peut pas non plus payer qu'en pièces rouges. Ça aussi, on a le droit de demander aux gens de payer. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est que on ne peut pas refuser la monnaie, mais on peut refuser la forme de monnaie. C'est-à-dire qu'on peut refuser des billets de 500 euros, on peut refuser, d'ailleurs c'est dans la loi, hein, si quelqu'un vous paye, je ne sais pas moi, un smartphone à 500 euros avec des pièces en centimes, vous avez tout à fait le droit de refuser. Je crois qu'il y a une limite maximum. Alors on peut toujours accepter, mais on a le droit de refuser si on a trop de pièces hein, qui vous est donné. Et donc on a le droit de refuser l'argent liquide, et même on a le devoir de refuser l'argent liquide pour les paiements importants. Hein, mais par contre on ne peut pas refuser la monnaie, et je veux dire par là, vous ne pouvez pas,
concrètement, vous devez accepter un paiement en monnaie si la forme est respectée. C'est-à-dire que typiquement, les transactions, alors c'est pareil, hein, si vous voulez payer dans certains commerces un truc en carte bleue et que ce que vous avez acheté, ça vaut 50 centimes, il a le droit aussi de refuser parce qu'il a des frais de transaction. Hein, donc là, il faudra le payer en monnaie pièce, hein, voilà, mais au contraire, quand vous avez une transaction importante, vous n'avez pas le droit de le payer en billets et en pièces. Bref, tout ça pour dire que malgré tout, malgré le fait qu'il y ait des lois qui distinguent les formes de paiement en fonction des billets, des pièces et de la monnaie sous forme de carte bancaire ou de chèque, il est impossible de refuser la monnaie en guise de paiement. Cela signifie que la monnaie a un cours légal. Hein, c'est ça le principe, la monnaie a un cours légal. Comme la monnaie a un cours légal, eh bien ça veut dire simplement que la loi oblige le commerçant à accepter la monnaie, même si elle permet de réguler la forme de monnaie que vous prenez. Voilà, c'est ça pour le dire. Donc ça veut dire que la monnaie, c'est la liquidité. Et d'ailleurs, le meilleure chose pour comprendre ce que c'est que le cours légal, c'est aussi de penser que d'un pays à l'autre, d'une zone monétaire à l'autre, c'est pas la même monnaie qui a cours légal. Et typiquement, en France, c'est interdit de payer en dollars, par exemple, ou en livres sterling, ou en d'autres monnaies. Voilà, alors que dans d'autres pays, ça va être illégal de payer en euros. Donc ça aussi, ça fait partie des choses importantes. Et ça, c'est très important pour un pays, notamment qui veut rester souverain sur son économie, c'est d'éviter que des gens payent en monnaie étrangère. Voilà, donc je réponds à la question qui vient d'être posée. On n'a pas le droit d'accepter la monnaie étrangère dans un pays qui veut préserver sa souveraineté monétaire. Deuxième chose, la monnaie donc sert à échanger, on a vu, hein, c'est la liquidité, ça ne peut pas être refusé, mais la monnaie sert aussi à autre chose de très différent, et il faut bien distinguer ses fonctions, c'est aussi une unité de compte. Alors une unité de compte, ça veut dire que ça permet de comptabiliser la valeur. Et ça, c'est aussi très important. Alors pourquoi je dissocie la monnaie moyen d'échange et la monnaie unité de compte? C'est parce que justement, on peut tout à fait dissocier les deux. C'est-à-dire que on peut obliger les drachmes, ça n'existe pas, hein, ça n'existe plus les drachmes. Hein, la monnaie grecque, c'est l'euro aujourd'hui. Donc, je vois vos questions, alors je vous réponds parfois. Donc, je reprends. L'unité de compte est dissociée de la monnaie comme moyen d'échange. Puisqu'on peut tout à fait, par exemple, faire sa comptabilité d'entreprise, par exemple en dollars, alors même qu'on est en France et qu'on ne va pas échanger du dollar. On peut, et ça a été fait avant l'euro, on avait des entreprises européennes qui étaient sur différents sites, sites européens, et qui voulaient avoir une comptabilité globale en mélangeant des filiales qui étaient en Allemagne, en Espagne, en Italie, en France, etc. Donc on était un peu embêté. Comment va-t-on faire pour comptabiliser la valeur de l'entreprise puisqu'on a plein de monnaies différentes? Alors on avait utilisé à l'époque l'écu, l'écu qui était un panier de monnaie européen. C'est en fait l'ancêtre de l'euro. Et ça n'existait pas, on ne pouvait pas payer en écu, mais on pouvait comptabiliser ou faire sa comptabilité en écu. Hein. Et ça, parfois, ça peut se faire. Ce qui a pu se faire aussi au Moyen-Âge. Alors ça aussi, c'est un truc que j'ai trouvé dans David Graeber, dans le livre de David Graeber. Il explique que la monnaie de Charlemagne, j'ai oublié son nom, n'a pas duré très longtemps. Parce que l'empire de Charlemagne, comme vous le savez sans doute, il n'a pas duré très longtemps. Hein. 800 après Jésus-Christ, Charlemagne se déclare empereur, se fait couronner empereur. Il a un énorme territoire en France et aussi en Allemagne. Hein. Et lui-même, il est, on va dire, à la frontière France-Allemagne. Aix-la-Chapelle, c'est aujourd'hui en Allemagne, enfin c'est pas très loin de la frontière française, et il va répartir son empire en 3 royaumes, hein, pour ses 3 enfants, ses 3 fils, donc très vite, l'empire ne résiste pas à cette répartition et les États redeviennent un peu indépendants. Et donc la monnaie de Charlemagne, en fait, elle a quasiment, elle n'a pas été frappée pendant très longtemps, hein, et donc elle n'a pas circulé beaucoup. Par contre, elle est restée comme unité de compte. Et elle est restée pendant des siècles. Des siècles, hein, au XVe siècle, on utilisait encore la monnaie de Charlemagne pour faire la comptabilité. Parce que c'était la référence en matière de comptable. Donc chacun savait sa valeur,
la valeur de cette monnaie de Charlemagne, mais cette monnaie n'existait plus. Ça faisait très très longtemps, des siècles qu'on ne l'utilisait plus, qu'on ne savait même plus quelle était, hein, mais on comptabilisait la monnaie dans une monnaie virtuelle en quelque sorte. Alors c'était aussi l'une des raisons pour lesquelles on faisait ça, c'est qu'à l'époque il y avait beaucoup de monnaies qui circulaient, hein, beaucoup de monnaies différentes qui circulaient en Europe, et donc on n'avait pas besoin de trouver comment dire, de décider quelle monnaie, en quelle monnaie on devait comptabiliser. Donc la monnaie de Charlemagne a pu être utilisée très longtemps comme unité de compte, alors même que ce n'est pas un moyen d'échange. Donc c'est pour cette raison qu'il faut bien dissocier les deux. Autre chose, souvenez-vous, hein, quand on a fait le chapitre 3, on a regardé l'économie chinoise et l'économie américaine pour pouvoir comparer l'économie chinoise et l'économie américaine, les flux d'investissement, les flux d'exportation. Qu'est-ce qu'on avait? On avait la même unité de compte, le dollar américain. Et ça permet de savoir à peu près, de comparer un peu les grandeurs. Parce que, évidemment, le PIB chinois, il n'est pas comptabilisé en dollars. Voilà, donc, alors, la chose qu'il faut aussi comprendre, c'est que la raison pour laquelle on a besoin d'une unité de compte pour déterminer la valeur, c'est parce que la valeur est quelque chose d'extrêmement important. La valeur est importante parce que ça permet de savoir, par exemple, de faire des choix. Hein, une entreprise, elle va choisir tel ou tel choix comment dire, elle va choisir de faire telle ou telle action, de produire de telle ou telle façon. Souvenez-vous, on vient de le voir dans le chapitre précédent. Est-ce qu'il faut plutôt des machines ou plutôt des hommes? Ben, qu'est-ce qu'on a fait pour réfléchir sur la manière dont les entreprises choisissent cela? Eh bien, on a regardé combien ça coûte. Donc, l'unité de compte permet de comparer les valeurs. Elle permet de savoir qu'est-ce qui a de plus valeur et qu'est-ce qui en a de moins. Et de ce fait, économiser ce qui a le plus de valeur, par exemple, préserver ce qui a le plus de valeur et éventuellement gaspiller ce qui a le moins de valeur. Donc quelque part, ce que fait la valeur, c'est qu'elle organise une hiérarchie. Elle dit, voilà, ce qui est important et ce qui est moins important, c'est à ça que ça sert la valeur. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette valeur, qui pourrait être une valeur purement économique, en fait, n'est pas que purement économique. Concrètement, hein, regardons comment dire, la valeur des individus dans une société, c'est-à-dire leur puissance économique, ça va dépendre, hein, et leur puissance donc, sociale, leur pouvoir, leur capacité d'agir sur la société, ça va être déterminé par leurs revenus. Donc en fait, quand on hiérarchise en termes de valeur les biens, on a tendance aussi à hiérarchiser aussi les individus, les personnes. On va considérer par exemple que, je ne sais pas, Mbappé, il est, je dis n'importe quoi, je ne sais pas, mais 1000 fois mieux payé qu'une aide-soignante. Donc, quelque part, on peut dire qu'il produit 1000 fois plus de valeur que l'aide-soignante. Là aussi, quand on réfléchit, c'est pas aussi évident que ça, en fait, en termes humains. Hein, si l'aide-soignante, elle permet de sauver des vies, est-ce qu'elle n'a pas produit plus de valeur que Mbappé? Et donc, ce qui est intéressant, c'est que la manière dont la société détermine la valeur, finalement, aujourd'hui, est tributaire de la manière dont elle est comptabilisée d'un point de vue économique. Et comment elle va être comptabilisée d'un point de vue économique? On vient de le voir par l'intermédiaire du marché. Finalement, le marché, il va déterminer les prix, donc les salaires, donc le revenu de Mbappé. Il va déterminer aussi quelque part le revenu de l'aide-soignante. Et en même temps, il va nous donner une hiérarchie, hein, dans ce qui vaut, ce qui ne vaut moins, ce qui est important de préserver, ce qui est moins important de préserver. Et en faisant ça, eh bien, il va nous donner l'impression que telle chose a plus de valeur que telle autre. Et d'ailleurs, il va le marquer, c'est-à-dire que concrètement, on va voir la valeur en regardant le prix des choses, en regardant les salaires des gens. Mais, et c'est ça que je vais vous faire comprendre, c'est que finalement, est-ce que cette valeur, il s'agit de la vraie valeur? Est-ce que socialement, on est tous d'accord pour dire que la valeur des gens, c'est uniquement leur salaire? Est-ce qu'on est tous d'accord pour dire que la valeur des choses, c'est uniquement leur prix? Et pensez au fait que quand on est en train de dire il faut sauver le climat, il faut essayer de préserver des ressources naturelles, des forêts vierges, etc., on est en train de parler de choses qui pour nous a de la valeur, mais qui en fait n'a pas forcément de valeur économique. Et donc tout ça pour vous dire que la monnaie construit par le fait que c'est une unité de compte une forme de hiérarchie dans la valeur, et en même temps, il ne permet pas toujours de déterminer des valeurs telles que nous, individuellement, personnellement, selon notre morale, nos principes éthiques, nos valeurs,
voilà, selon la manière dont nous, on aurait envie que les choses soient considérées comme étant des valeurs. Voilà. Autre exemple, quelle est la valeur d'une vie humaine? Qu'est-ce que peut nous dire l'économie là-dessus? Alors, si on devait demander quelle est la valeur d'une vie humaine d'un point de vue économique, on pourrait simplement dire, c'est toute la richesse qu'on va créer. Alors, ça veut dire que, par exemple, vous avez 20 ans, bon, on peut espérer que vous aurez une vie active de 42 ans, 43 ans, hein, et puis même plus si la retraite est repoussée. Donc on peut dire que si vous mourrez maintenant, eh bien, vous n'aurez pas créé tout un ensemble de production de richesse, et donc votre vie, elle vaut cela. Mais alors du coup, quand on commence à raisonner comme ça, on se dit, tiens, cette personne de 70 ans qui est atteinte du Covid, finalement, c'est un coût pour la société. Elle va plus produire de richesse, elle est à la retraite, donc ne produit pas de valeur. Mais vous voyez bien que ce raisonnement-là, il est quand même très problématique. Et là, on va se retrouver sur, oui, mais en fait, la valeur n'est pas qu'économique, la valeur, elle est une valeur de sentiment, du fait que cette personne âgée, elle produit un service, et puis elle est aussi le fait que on va avoir tendance à dire, la valeur humaine, l'être humain ne peut pas être la valeur d'un être humain ne peut pas être quantifiée. Voilà, je vous livre tout ça pour vous dire que cette question de la valeur, elle est très complexe, qu'elle s'analyse différemment selon qu'on considère le champ purement économique et qu'on analyse les questions plus sociales, mais qu'en fin de compte, ce qui est intéressant avec la monnaie, c'est qu'on arrive toujours à calculer une valeur monétaire. Donc on a un calcul, on dit voilà, bof, la valeur, ça va être ça. On a un calcul qui se fait par rapport au prix de marché, qui se fait par rapport à la quantification qu'on peut avoir d'un certain nombre de valeurs. Et cette valeur, le problème c'est que finalement, il n'y a pas forcément consensus sur le fait que ce qui est déterminé par le marché en termes de valeur sera la vraie valeur. Et donc, voilà, on se retrouve devant une réflexion qui pour moi est une réflexion extrêmement importante, qui est les conflits qu'il peut y avoir, les conflits d'éthique, de morale, de valeur, si on peut le dire, entre notre conception personnelle ou collective ou culturelle de la valeur et la quantification que nous donne l'économie ou que donne le marché. Bref, cette hiérarchie des biens des individus que permet le marché parce qu'il donne des prix aux choses, eh bien, ça construit un ordre économique, ça construit un ordre social, parce que qui dit avoir beaucoup d'argent, ou posséder beaucoup de choses, dit aussi qu'on a un fort pouvoir en politique et dans la société, mais en même temps, elle ne permet pas forcément, à nous tous, de s'accorder sur le fait que cette valeur est une vraie valeur, parce qu'on a aussi d'autres dimensions qui ne sont pas prises en compte dans la question économique. Et ce conflit entre la société, nos valeurs sociales, notre identité culturelle, tout un ensemble de choses, et ce que nous donne l'économie, pour moi, ça fait partie des grandes réflexions que j'ai en tant qu'économiste. C'est au cœur de l'économie du réel. Je sais que quelques-uns l'ont lu. Vous savez que le chapitre 4 parle justement de cela. C'est aussi au cœur des réflexions là, que j'ai en ce moment sur le néolibéralisme et le populisme, parce que finalement, ce que je dis, j'essaie de réfléchir sur le fait que le néolibéralisme est une forme de gestion de l'économie, mais qu'en fait, cette gestion de l'économie, elle n'est pas acceptée par les gens, qui ont l'impression que ce système-là ne correspond pas à leurs valeurs ni à leurs attentes, et donc ils vont se révolter politiquement en élisant des leaders populistes ou en organisant des manifestations populistes. Et donc en fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est que la société ne peut pas être réductible à l'économie, et ça, c'est pas juste un point de vue éthique ou moral ou même politique que je vous donne, c'est juste un fait, quoi. C'est concrètement, quand on veut organiser l'ensemble de l'économie, l'ensemble de la société selon les valeurs économiques, eh bien très souvent ça ne fonctionne pas, et on se retrouve avec des mouvements politiques extrémistes ou des problèmes sociaux extrêmement graves. Voilà, donc je ferme la parenthèse, mais je voulais quand même vous en parler parce que c'est le cœur de mon travail actuellement, c'est ces réflexions-là, et c'est lié au fait que la monnaie quantifie la valeur, c'est sa fonction, donc on ne peut pas lui reprocher de faire ça, mais cette quantification, elle est parfois problématique. J'avais oublié que j'avais un deuxième sous-paragraphe, mais ça j'en ai déjà un peu parlé. La monnaie, elle va tendance à objectiviser, rendre objectif, je ne sais pas comment on dit, des choses qui sont subjectives. Tout à l'heure, je vous ai dit, quand on fait des échanges interindividuels, on est dans l'ordre de l'interindividuel. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de s'entendre sur le prix parce que finalement, chacun peut avoir une représentation différente. Par contre,
ce qui est intéressant sur la monnaie, c'est qu'elle est le produit en tant qu'unité de compte, c'est qu'elle détermine une valeur. Cette valeur, elle est objective dans le sens où elle est le produit de l'ancienne interaction de l'ensemble des agents sur le marché. Et donc, quelque part, cette capacité qu'on a de quantifier les choses, c'est quand même assez unique. C'est-à-dire qu'on voilà, on a quelque chose qui est compréhensible par tout le monde. Tout le monde sait que 15 euros, c'est plus que 14 euros ou que 10 euros, et que 35 euros, c'est plus que 15 euros. Et finalement, tout ça, c'est la quantification permet donc comment dire, de n'être plus dans le ressenti, de n'être plus dans comment dire, l'incommensurable, c'est-à-dire l'incapacité qu'on a de comparer des choses, mais au contraire d'être totalement dans le commensurable, du coup, c'est-à-dire dans la comparaison de tout. Et la monnaie, en tant qu'unité de compte, elle permet ce genre de comparaison et donc d'organiser une forme d'objectivisation de la vie. Alors, souvenez-vous, chapitre 1 de ce cours, je vous ai dit, l'économie c'est une science. Pour être une science, il faut qu'elle délivre un discours objectif. Pour avoir un discours objectif, il nous faut des instruments de mesure, et notamment des instruments de mesure de la valeur, de la richesse. Et donc on va utiliser le PIB. Et le PIB, c'est ça, gros avantage du PIB, c'est un instrument objectif de mesure de la production, de la richesse produite. Mais bien sûr, le problème, c'est qu'en faisant ça, on a supprimé tous les ressentis, tout ce qui correspond à de l'inter-individuel ou des choses beaucoup plus subjectives. Et du coup, alors c'est un avantage, parce que ça permet de faire de la science, mais c'est aussi un inconvénient si on pense que tout se réduit à ça dans les relations sociales, parce qu'en réalité, tout ne se réduit pas à ça. Voilà, donc là aussi, bon, on verra en histoire de faits économiques justement comment l'émergence de la société marchande transforme les rapports humains, parce que ça fait partie des grandes questions. Bon, alors, je suis un peu lent, je continue, mais je pense que c'est des choses importantes qu'il faut vous appreniez, vous, en tant qu'économiste. Comprendre l'intérêt extraordinaire de la pensée économique d'un côté, et en même temps, comprendre aussi les limites de cette pensée. C'est-à-dire que en comptabilisant tout, en réduisant tout à une valeur, eh bien, ça engendre comment dire, aussi des biais dans la perception. Et il faut donc, quand on est un économiste responsable, connaître aussi les limites de son propre savoir. Bref, je reprends. La monnaie a une troisième fonction, une fonction de réserve de valeur. Alors ça veut dire que détenir de la monnaie, c'est détenir, c'est marqué ici, un droit à consommer, c'est-à-dire un droit à prélever des richesses. Plus j'ai d'argent, l'étudiant qui avait moins 10 euros sur son compte, il n'a aucun droit à prélever de l'argent. Alors en fait, il peut se débrouiller et être un peu plus en déficit, mais concrètement, c'est le souci de ne plus avoir de monnaie sur soi, c'est que du coup on perd son droit. Et le droit qu'on perd, c'est le droit de faire travailler les autres pour soi. A l'inverse, quand on accumule de la monnaie, qu'on la capitalise, qu'on a 100 euros, 200 euros, 3000 euros, 50 000 euros sur son compte, alors là, on a prélevé une forme de réserve de valeur qu'on peut utiliser à tout moment pour faire travailler les autres pour soi. Alors, travailler les autres pour soi, c'est, voilà, je vais acheter dans le magasin quelque chose qui était le produit du travail d'un autre, et du coup, cette personne, elle me doit quelque chose. Alors, d'ailleurs, en vous disant ça, je suis en train de vous dire quelque chose qu'il faut que vous gardiez dans un coin de votre esprit, et parce que je pense que c'est très important, c'est que la monnaie, c'est forcément de la dette. La monnaie, c'est forcément de la dette, puisque détenir de la monnaie, c'est détenir une créance sur les autres, sur le travail des autres. C'est-à-dire que quand le fait même de détenir de la monnaie, c'est déjà quelque chose qui est une forme de violence sociale. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas détenir la monnaie, que ce n'est pas bien de détenir la monnaie. Je dis simplement que le fait que quelqu'un ait de l'argent devant lui, ça veut dire qu'il a le droit de faire travailler les autres pour lui. Et quelque part, faire travailler les autres pour soi, avec un droit de « j'ai le droit de vous faire travailler », vous voyez bien que c'est un rapport de domination sur un autre. Et donc, derrière cette domination, il y a forcément une forme de violence. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai des amis qui défendent des conceptions monétaires dans lesquelles ils disent qu'il est possible de créer de la monnaie sans dette. Alors j'ai un ami sur Facebook, puis en vrai que je connais un peu, que j'ai fréquenté un peu, qui a publié un livre l'année dernière qui s'appelle... enfin c'était cette année, c'était en début d'année, qui s'appelle Pour une monnaie écologique. Donc Nicolas Dufresne et Alain Grandjean, chez Odile Jacob, et dans lesquels ces deux auteurs militent pour un instrument de monnaie libre, disent-ils, pour financer les besoins écologiques de la société. Et en fait, moi, ce qui me gêne, alors,
il y a plein de choses bien dans ce bouquin, hein, puis la question n'est pas là, mais ce qui me gêne, c'est qu'ils finissent par dire, et je vous invite à lire les interviews que donne notamment Nicolas Dufresne, donc D-U-F-R-E, accent circonflexe, N-E, lorsqu'il parle de monnaie libre, il parle d'une monnaie sans dette. Donc il dit en fait le problème de la création monétaire, nous allons le voir, c'est qu'elle est toujours le produit d'une dette. Et c'est vrai, il a raison. Mais en fait, c'est pas le fait que la création monétaire est le produit d'une dette. C'est qu'en fait, toute monnaie, par définition, est une dette. Toute monnaie signifie, quand vous détenez la monnaie, vous avez une créance sur quelqu'un, sur la société. La société vous doit des choses. Et le fait que cette monnaie ait un cours légal, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la refuser, veut dire en quelque sorte que lorsque vous demandez, vous passez commande et vous demandez à quelqu'un de vous travailler pour vous, eh bien en fait il ne veut pas refuser. Si c'est son métier, il doit accepter. Et donc la monnaie est par nature une dette. Et donc dire on va créer une monnaie sans dette, pour moi c'est absurde. C'est pas possible d'un point de vue théorique par rapport à ce que c'est que la monnaie. Donc la monnaie c'est toujours une dette. Voilà. Et il ne faut pas penser qu'on peut créer une monnaie sans dette. Et par ailleurs ça veut dire aussi que la dette en soi n'est pas un mal. C'est-à-dire que la monnaie c'est une créance donc ça représente l'envers d'une dette, c'est-à-dire c'est ce qu'on vous doit. Et en soi, mais en fait, le fait que les gens passent leur temps à se devoir des choses les uns les autres, c'est ça qui fait qu'on est des êtres sociaux et qu'on vit dans une civilisation. Le fait de devoir des choses aux autres n'est pas un mal en soi. Hein, donc là aussi, ne pensez pas que la dette c'est mal. La dette c'est ni mal ni bien. Au contraire, j'ai envie de dire qu'une société où on ne se devrait pas les choses les uns des autres, c'est une société qui n'existerait pas. C'est-à-dire qu'on n'aurait que des individus qui ne devraient rien à personne, jamais, et qui du coup se comporteraient de manière isolée et n'auraient pas de relation sociale avec les autres. Alors là aussi, je vous renvoie encore à ce livre extraordinaire qui est Dette 5000 ans d'histoire, parce que c'est ça justement qu'essaie d'expliquer David Graeber dans son livre, c'est à quel point la dette structure les sociétés. Et la créance et la dette structurent les sociétés. Et donc vouloir une monnaie sans dette, non seulement c'est une contradiction dans les termes, parce que la monnaie forcément c'est la dette, mais en plus c'est ne pas comprendre ce que c'est que la société. La société, c'est un système dans lequel les uns et les autres, nous devons des choses. Seulement, ce que dit David Graeber, c'est qu'il y a des choses quantifiables et des choses non quantifiables. Et là, on revient sur quelque chose dont je ne vais pas parler maintenant parce que c'est trop loin, sur qu'est-ce que c'est que la dette, qu'est-ce que c'est que la créance, quelles sont les différentes formes de dette et de créance. Et là, Graeber nous dirait il y a des formes légitimes et des formes moins légitimes de créance et de dette. Je ne vais pas jusque-là. Bref, ce que je veux dire ici, c'est que détenir de la monnaie, c'est détenir une créance, c'est-à-dire détenir une capacité de faire travailler les autres pour soi-même. Bon, je vois que vous discutez beaucoup sur le chat, essayez d'écouter aussi un peu, hein, parce que sinon vous n'allez plus rien comprendre. Dernier élément sur cette histoire, il faut faire attention à quelque chose. Je vous dis, la monnaie est une réserve de valeur, je parle ici à l'échelle individuelle, c'est-à-dire que moi, si je détiens de l'argent sur mon compte, eh bien j'ai le droit d'utiliser cet argent pour demander à d'autres de travailler. Mais l'ensemble, à l'échelle de la société, à l'échelle de la collectivité, si tout le monde détient de la dette, de la monnaie, mais c'est la même chose en réalité, si tout le monde détient de la monnaie, on ne peut pas, ça ne correspond pas forcément à une réserve de valeur. Alors je vais expliquer. En fait, je suis en train de vous dire que la monnaie n'a de valeur que lorsqu'elle est détenue individuellement. Si elle est détenue à l'échelle de l'ensemble de la société, elle perd sa valeur. Pourquoi ? Eh bien parce que, imaginons un contexte possible à l'échelle individuelle et impossible à l'échelle collective. Vous avez des individus qui ont accumulé, mettons, vous recevez 10 millions d'euros sur votre compte. Alors, il y a des gens qui seraient très heureux, moi aussi je serais très heureux. Le jour où je reçois des millions d'euros, vous ne me voyez plus faire de cours, hein, je vous le dis. Hein. J'ai autre chose à faire dans la vie. J'adore faire des cours, mais il y a plein d'autres choses que j'adore faire. Donc si j'ai 10 millions d'euros, j'arrête de travailler. Et c'est très bien, et je peux consommer toute ma vie tranquillement et avoir une vie confortable sans travailler pour le reste de mon existence. Bon, ça c'est tout à fait possible à l'échelle individuelle. Mais maintenant, essayons d'étendre le raisonnement à l'échelle collective. Maintenant, je décide, parce qu'après tout j'ai le pouvoir de création monétaire, que je vais donner 10 millions d'euros à tous les Français, même à tous les habitants de la Terre. Allons plus loin. Qu'est-ce qui va se passer ? Tous les habitants de la Terre décident de ne plus travailler. Ils ont raison.
ils font comme moi. Mais le problème, c'est qu'il va falloir se nourrir quand même, il va falloir se loger, il va falloir que des gens viennent, vous voyez, vous produire les choses dont vous avez besoin. Si plus personne travaille, eh bien c'est des millions d'euros, ils n'achèteront plus rien. Et là, on arrive à un problème qui est que quelque chose de vrai à l'échelle individuelle, c'est-à-dire que avoir de l'argent de côté à l'échelle individuelle, c'est une réserve de valeur, n'est plus vrai à l'échelle collective. Quand tout le monde a de l'argent de côté, alors il n'y a plus de réserve de valeur possible parce que plus personne va travailler à côté pour vous donner les services dont vous avez besoin. Je vais vous dire les choses d'une autre manière. Pendant quand j'étais jeune enseignant, au début des années 2000, je devais faire un cours en IUT, un peu ce cours-là, en fait, ce cours d'introduction à l'analyse économique, et je cherchais à savoir comment j'allais concevoir ce cours, et donc je regardais ce qu'il y avait dans les manuels, voilà, est-ce que les gens, j'avais pris un manuel de BTS, hein, parce que souvent le programme d'IUT, le programme de BTS, il est un peu similaire. Et dans ce manuel, il y avait la question des retraites, et la question des retraites était traitée de cette façon-là. On disait, je crois que c'était un manuel de la fin des années 90, on disait, bon, le problème de la retraite par répartition, hein, le système aujourd'hui, c'est que les cotisants d'aujourd'hui payent les retraités d'aujourd'hui. Le manuel disait, en fait, ça pose problème parce que à cause de l'effet démographique, il y a de plus en plus de personnes âgées et de moins en moins de personnes en âge de travailler. Donc le ratio actif sur retraités se dégrade et donc il faut prélever de plus en plus de cotisations. Et le manuel en concluait qu'il fallait passer à une retraite par capitalisation, c'est-à-dire faire en sorte de préserver de l'argent à côté pour payer les retraites de dans 20 ou 30 ans lorsque le nombre de retraités serait plus important. En fait, c'était complètement idiot. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Pour la raison que j'ai dit tout à l'heure. Si vous mettez collectivement de l'argent de côté, en pensant que ça va résoudre le problème au moment où tout le monde prendra sa retraite, ça ne résoudra pas le problème. Parce que les retraités de dans 20 ans, ils ne consommeront pas la production d'aujourd'hui. On ne peut pas mettre de côté une partie de la richesse qu'on crée aujourd'hui. Hein, si vous produisez, je sais pas, un smartphone aujourd'hui et que vous espérez qu'avec ça, vous allez pouvoir le vendre et en tirer de la valeur dans 30 ans, vous créez de graves illusions. Hein. Aujourd'hui, plus personne n'a envie d'acheter les téléphones d'il y a 30 ans, hein, qui étaient à peine des téléphones portables. S'il y a 30 ans, il y avait des téléphones portables déjà, mais il fallait voir ce que c'était, quoi. Hein, donc, évidemment, personne n'aurait envie de consommer aujourd'hui la production d'il y a 30 ans. Ça veut dire que on ne préserve pas de la richesse d'aujourd'hui pour la distribuer dans 30 ans. Et ça veut dire surtout qu'on ne peut pas faire ça. Ça veut dire que l'argent que vous avez capitalisé aujourd'hui et que vous cherchez à dépenser en 30 ans, il dépendra de la production de richesse dans 30 ans. Et si dans 30 ans il y a moins d'actifs, l'argent aura moins de valeur. Et donc il est impossible de capitaliser, d'épargner à l'échelle collective. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Ça veut dire que la monnaie réserve de valeur, c'est vrai, à l'échelle individuelle, et avec tout ce que j'ai expliqué, hein, c'est-à-dire que c'est un pouvoir de faire travailler les autres, mais s'il n'y a plus d'autres personnes pour travailler, ce pouvoir, il disparaît et votre monnaie n'a plus aucune valeur. Voilà, alors je ne vais pas vous poser ce genre de questions en cours, je vais simplement, je vous donne ces éléments pour vous nourrir votre réflexion, hein, je vous demande juste de connaître les fonctions de la monnaie et d'être capable d'en dire 2-3 choses. Bon, c'est l'heure de prendre un peu de café. Je sais que vous prenez des notes. Voilà, essayez de prendre des notes de manière intelligente, c'est-à-dire résumer la pensée. Ne vous contentez pas de tout écrire, parce que sinon vous n'y arriverez jamais. Donc, d'où vient la valeur de la monnaie? Grande question. Qu'est-ce qui fait que la monnaie a de la valeur? Alors, je vais, pour vous répondre à cette question, essayer de vous montrer comment différentes formes de monnaie peuvent tirer leur valeur de leur forme, hein, qui peut être différente. Et en même temps, on va voir comment est-ce que la monnaie a eu de la valeur, ou la valeur de la monnaie a pu être différente d'une société à l'autre, d'un moment de l'histoire à l'autre. Alors, la première forme de la monnaie, celle qui permet d'avoir une première réponse à la question, c'est ce qu'on appelle la monnaie marchandise.
Alors, la monnaie marchandise, c'est une monnaie physique qui, en fait, au départ, n'est pas une monnaie, mais une marchandise. C'est un bien particulier qui possède une valeur. Sa valeur, c'est sa valeur d'usage. Hein, c'est utile pour faire quelque chose. Et donc, ça a de la valeur. Et donc, ce bien va finir par devenir monnaie, c'est-à-dire qu'il va être utilisé non seulement en tant que bien, en tant que marchandise qui a une utilité propre, mais aussi en tant que moyen d'échange. Et donc, il va acquérir une autre utilité qui est celle d'être échangeable et donc de disposer de la liquidité maximale. Hein, parce que être échangeable, ça veut dire disposer de la liquidité. Je reviens sur cette idée. C'est une idée importante. Plus un objet, enfin un actif est facile à échanger, plus on va considérer qu'il a de la liquidité. Bon, alors qu'est-ce que c'est concrètement que cette monnaie marchandise? Eh bien justement, c'est l'or, l'argent, les métaux précieux. Hein, l'or, c'est un bien physique, c'est une marchandise, ça peut se vendre, ça peut s'utiliser, ça peut se faire on peut l'utiliser dans la joaillerie, dans la joaillerie, comment on appelle ça? Dans les fabrications de bijoux. Dans l'industrie aussi, on peut utiliser de l'or, voilà, de l'argent, pareil. Bon, voilà, c'est un métal qui a des qualités propres et qui fait qu'on a envie de le détenir. Mais on a pu avoir d'autres sortes de monnaies. Hein, dans certaines îles où il n'y avait pas de métaux précieux, on utilisait les coquillages comme monnaie d'échange. On a pu utiliser du bétail. Donc là aussi, voilà, on achète, on vend avec du bétail. Alors évidemment des objets qui ont beaucoup de valeur, hein, pas des petits trucs. On a pu avoir aussi de la monnaie, et ça a été très utilisé, et on va le voir, comme étant des céréales, hein, qui ont pu être utilisées en tant que monnaie. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que le blé, c'est du céréal, et c'est aussi de l'argent. Le fric, c'est des céréales, et c'est aussi de l'argent. L'oseille, c'est pas des céréales, mais ça se mange aussi. Hein, donc aujourd'hui dans l'argot, hein, on a retrouvé les traces d'une monnaie céréale qui en fait sans doute représente la manière dont les gens s'échangeaient des choses dans les villages traditionnels avant la révolution industrielle. Hein. Concrètement, ça aussi c'est un truc qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à la révolution industrielle, il y avait l'essentiel de la population de France, sur le territoire français, voyait assez rarement de la monnaie en fait. Alors, bon, évidemment, les gens n'avaient pas de compte bancaire, donc la seule monnaie qu'ils pouvaient voir, c'était la monnaie physique. Mais pensaient que les pièces de bronze, d'argent et d'or, ça circulait pas des masses dans la campagne d'Auvergne. Hein. Et donc, comment faisaient les gens pour échanger? Ils échangeaient avec des moutons, des vaches, des céréales, hein, du blé. Hein. Et donc, finalement, hein, je pense que si aujourd'hui on parle de blé pour parler d'argent, c'est parce que en fait, dans les villages, pendant très très longtemps, ça a été l'unité d'échange pour tout ce qui avait peu de valeur, hein, mais qui finalement était l'essentiel de ce que les gens échangeaient. Alors ça pouvait d'ailleurs être comptabilisé en monnaie, en monnaie officielle. Hein, mais comme la monnaie officielle, on la voyait jamais, eh bien, on pouvait s'échanger en blé. Alors ça aussi, je vous dis ça. Ça se repose ça repose en partie sur l'analyse de David Graeber. Ça n'est pas totalement certain. Hein. C'est-à-dire que concrètement, on ne peut pas généraliser l'ensemble des sociétés. Il y avait sans doute des villages où il y avait beaucoup de circulation monétaire, où tout se faisait en monnaie, puis d'autres où peut-être il n'y avait pas beaucoup de monnaie. Hein. Là aussi, difficile de dire. Il faudrait remonter dans le temps pour voir un peu comment les choses se passaient. Alors, cette monnaie de marchandise, la question qui peut se poser, c'est comment se fait-il pour qu'une monnaie devienne marchandise? Là, il suffit de regarder ce qui peut se passer dans certaines communautés de personnes. Alors, l'exemple que j'aime bien prendre, même si j'avoue que je n'ai pas de connaissances particulières à ce niveau-là, mais ce dont on dit en général, c'est dans les prisons, hein, très vite, pour se rendre des services mutuels, on utilise finalement ce qu'on a sous la main, et ce qu'on a sous la main, c'est des cigarettes. Donc on a une monnaie cigarette en prison. Comment se fait-il que ce soit de tous les objets qu'on dispose, comment se fait-il que ce soit la cigarette qui devient la monnaie? Eh bien, là aussi, quand on réfléchit à ça, il faut se mettre dans les circonstances qui fait que tout ne peut pas devenir monnaie.
pour que une marchandise acquiert une valeur monétaire, eh bien, il faut qu'elle ait un certain nombre de caractéristiques propres qui la rend propre à l'usage monétaire. Alors ces caractéristiques, ce sont les suivantes. La première chose, c'est que pour qu'un objet devienne monnaie, il faut qu'il soit rare ou difficile à produire. Alors, on comprend bien pourquoi. Hein, si je prends comme monnaie une marchandise que n'importe qui peut produire très facilement, eh bien, on va tous se trouver très riches parce qu'on va tous, acquérir cette monnaie. Et en faisant cela, eh bien, la monnaie va perdre de la valeur, hein, et perdre de l'intérêt. Concrètement, ça n'a aucun intérêt d'avoir une monnaie que tout le monde possède en masse. Hein, donc, voilà. Donc, alors, est-ce que les cigarettes en prison, elles ont cette caractéristique? Alors, c'est pas des biens rares, les cigarettes. Hein, c'est pas des biens tellement difficiles à produire, mais en fait, quand on est en prison, on ne peut pas en produire. Hein. Toutes les cigarettes viennent forcément de l'extérieur. Donc là, ça remplit la condition du point de vue des prisons. C'est-à-dire que du point de vue de la société, c'est pas possible. On ne peut pas avoir des cigarettes comme monnaie, parce que sinon vous vous rendrez bien compte qu'on va produire des tonnes de cigarettes, parce que c'est très facile à produire en masse, et on va se retrouver avec une trop forte abondance monétaire. Mais du point de vue des prisonniers, là oui, bien sûr, la monnaie et la cigarette peut faire outil de monnaie. Alors, deuxième condition, là aussi pour des raisons pratiques, la monnaie ne peut pas être... pardon, j'ai besoin de faire un petit truc, voilà. Pour des raisons pratiques, la monnaie doit pouvoir être divisible, c'est-à-dire qu'elle doit pouvoir être utilisable pour différentes formes de transactions de valeurs différentes. Hein, et donc, pour avoir des transactions de grosse valeur et des transactions de faible valeur, si on a des objets, je ne sais pas, si on prend la monnaie voiture par exemple, ou la monnaie bétail, hein, c'était une bonne idée, le bétail, ça pouvait faire office de monnaie, mais c'est pas vraiment divisible, hein, parce que sinon le bétail il meurt, hein, si on commence à le diviser trop. Donc on se retrouve devant un problème qui est que la monnaie doit pouvoir être divisible pour servir à la fois aux transactions de faible valeur et aux transactions de forte valeur. Alors là aussi, question, est-ce qu'on trouve hein, dans les cigarettes le caractère de divisibilité? Alors moi j'ai envie de dire que oui, on le trouve, hein, puisque on peut tout à fait se dire que par exemple les objets de valeur qu'on échange peuvent être des objets de faible valeur, et donc s'ils sont des objets de faible valeur, eh bien on va les acheter et les vendre avec quelques cigarettes, hein, au pire avec une cigarette. On ne va pas couper une cigarette en deux, mais ça suffira. Et puis si on a des services à se rendre qui veulent un peu plus, on peut échanger des paquets de cigarettes, voire des cartouches de cigarettes. Alors évidemment on va arriver à une limite, hein, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si on veut acheter une maison en prison, on ne va pas pouvoir les payer en cigarettes. Mais là, ça tombe bien, en général, en prison, on n'achète pas de maison, hein, puisqu'on est déjà logé gratuitement. Mais concrètement, on voit bien le problème que peut poser, ici, une monnaie non divisible. Finalement, en prison, comme on n'a que des objets de faible valeur à échanger, là, on a une divisibilité qui peut être tout à fait acceptable pour les échanges de services que les uns et les autres peuvent se rendre. Alors, troisième caractéristique de la monnaie, de la marchandise, pardon, si on veut que cette marchandise soit utilisable sous forme de monnaie, eh bien, il faut qu'elle soit durable et solide. Alors, là aussi, ça paraît un peu évident, c'est-à-dire que comme la monnaie a pour fonction de servir de réserve de valeur, eh bien, on a besoin que cette réserve ne fonde pas. Hein, c'est-à-dire que si on prend, je ne sais pas, un sandwich au thon comme unité monétaire, on va pas pouvoir le garder très longtemps, hein, parce qu'au bout d'un moment il va sentir mauvais, et puis voilà, il va plus être comestible, et puis il va pourrir, et puis voilà, donc non, on peut pas avoir ce genre de marchandise comme monnaie. Donc on a besoin d'une monnaie d'une marchandise, je veux dire, qui soit durable, qui ne se
qui ne se dégradent pas trop dans le temps. Et là aussi, on voit bien que, par exemple, les métaux précieux, c'est leur caractéristique principale, c'est-à-dire de l'or ou de l'argent, c'est des métiers nobles, c'est des métaux nobles, hein, c'est des métaux qui ne rouillent pas, qui continuent d'être préservés, de garder leur valeur au cours du temps. Donc ça, c'est très important. On voit aussi que les cigarettes, ça fonctionne, hein, parce que globalement, voilà, bien sûr, si on le garde 10 ans, une cigarette, voilà, ça va peut-être pas avoir la même qualité au bout d'un certain temps, mais ça a une durée de vie suffisamment longue pour que finalement ça reste une marchandise utile. Alors d'ailleurs, je n'ai pas dit, mais divisible, les métaux, c'est vachement pratique pour ça, parce que les métaux, on peut les fondre, et puis ils gardent leur valeur de métal, hein, c'est-à-dire que le fait que de l'or voilà, soit en petite quantité sous forme de pièces ou en grosse quantité sous forme de lingots, on peut facilement transformer des pièces en lingots et vice-versa, donc on peut facilement diviser l'or. Mais si je vous dis que les cigarettes sont durables. Alors, quatrième caractéristique, il faut, pour qu'une monnaie soit utile, pour qu'une marchandise, excusez-moi, soit utile lorsqu'elle est monétarisée, il faut également qu'elle soit transportable facilement. Ça veut dire qu'il faut qu'on puisse l'utiliser sous forme d'un échange qui peut avoir lieu à un autre endroit. Voilà, donc là aussi, tout dépend des caractéristiques de la société, hein. Si on veut commercer juste dans son village, on pourrait, pourquoi pas, par exemple, on pourrait penser à une monnaie qui pourrait être, a priori, un arbre fruitier, par exemple. Hein, pourquoi pas, plutôt que de vendre des vaches, on pourrait avoir un arbre fruitier. Alors, on ne peut l'avoir que, évidemment, dans le cadre des villages, hein, parce que tout le monde sait où il est l'arbre, et puis voilà, les fruits peuvent être échangés selon la personne qui est propriétaire de l'arbre. Par contre, si on veut échanger très loin, là, ça sera plus possible. Bon, concrètement, là aussi, l'or et l'argent, c'est utile pour ça, parce que c'est transportable. À l'inverse, voilà, l'arbre fruitier, on peut difficilement le transporter avec soi et donc le donner à quelqu'un, surtout si voilà, la personne est loin. Donc voilà, nécessité d'une monnaie d'être transportable. D'une marchandise, pardon. Encore une fois, la marchandise peut avoir une caractéristique monétaire si elle remplit, on va dire, ces 4 conditions. Donc, alors, je vais revenir sur une chose très importante. Tout à l'heure, je vous dis que les cigarettes, qui sont des marchandises, des biens physiques, ont de la valeur en tant que telle, et elles sont utilisables, elles peuvent acquérir une capacité monétaire, notamment dans des circonstances typiquement des prisons, où on s'échange des biens de peu de valeur, où on ne peut pas produire de cigarettes, et donc on se retrouve devant un bien qui garde toutes les caractéristiques, hein, qui sont marquées ici. Mais à partir du moment où une cigarette acquiert une valeur monétaire, ça veut dire qu'elle a une valeur propre au-delà de sa valeur d'usage. Et là, je vais revenir à la question d'origine. Qu'est-ce qui fait que la monnaie a de la valeur ? J'ai répondu, la monnaie a de la valeur parce qu'elle s'appuie sur une marchandise qui a de la valeur. L'or a de la valeur, la cigarette a de la valeur. Et du coup, sa valeur, elle vient de la marchandise. Mais, à partir du moment où une marchandise commence à devenir monnaie, alors elle acquiert une valeur supplémentaire. Et une valeur supplémentaire qui n'est pas liée à son statut de marchandise. Je reprends l'exemple de monnaie, pardon, son statut de monnaie. Je reprends l'exemple des cigarettes. Moi, je ne fume pas. Je suis en prison. Les gens s'échangent des cigarettes. Si je n'ai pas l'utilité des cigarettes, j'ai aucune raison d'acquérir des cigarettes. Donc, quelque part, pour moi, la cigarette n'a aucune utilité, puisque je ne fume pas. Mais, à partir du moment où la cigarette devient la monnaie, c'est-à-dire l'outil avec lequel on va pouvoir s'offrir des services, s'acheter des choses mutuellement. Alors là, il apparaît une évidence, c'est que même moi, en étant non-fumeur, je vais avoir besoin de cigarettes, non pas pour les fumer, mais simplement pour les échanger contre d'autres objets ou services. Et donc,
cette cigarette qui avait une certaine valeur lorsqu'elle était que cigarette acquiert une autre valeur lorsqu'elle devient monnaie. Ce qui veut dire que je suis en train de vous dire des choses contradictoires là. Je suis en train de vous dire que la monnaie marchandise tire sa valeur du fait qu'elle est adossée à une marchandise qui a de la valeur. Et en même temps, je suis en train de vous dire que la marchandise acquiert une partie de son utilité et donc de sa valeur du fait qu'elle est monnaie. Et donc, la question qui va finir par se poser, c'est de savoir est-ce que c'est la monnaie qui tire sa richesse de la marchandise ou est-ce que c'est la marchandise qui tire de sa richesse, sa valeur, du fait qu'elle est monnaie. Prenons l'or. Tout le monde est d'accord ici pour dire que l'or a de la valeur. Très souvent, on nous explique que l'or a de la valeur parce que l'or est rare. Bon, en fait, c'est pas vrai. L'or n'est pas spécialement rare. Il y a beaucoup plus de choses qui sont rares que l'or. En fait, l'or est rare parce qu'aujourd'hui, il est stocké en lingots dans les coffres des banques centrales et que tout ce qu'on peut récupérer dehors, on le met dans des lingots, dans des coffres. Voilà. Donc ça veut dire que l'or, il est relativement abondant sur la planète. En tout cas, il n'est pas beaucoup moins abondant que d'autres métals. Seulement, l'usage qu'on en fait, c'est de le stocker dans des coffres sans l'utiliser. Et quand on y pense, c'est un peu bizarre et un peu absurde comme situation. Pourquoi on fait ça? Parce qu'en réalité, ce qui fait que l'or a de la valeur aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le fait qu'on ait un grand usage. La preuve, c'est qu'on l'utilise à l'entreposer dans des coffres. Ce qui est vraiment l'utilisation la plus bête qu'on peut trouver d'un objet. C'est-à-dire qu'on ne l'utilise pas en fait. On ne le fond pas, on n'en fait pas d'outils, de bijoux, on n'en fait pas grand-chose. On le met dans des coffres. Et en plus, ça nous coûte, parce que garder des coffres, des lingots d'or, vous savez que une des plus grandes réserves en or du monde, c'est à New York, dans les sous-sols de la Banque centrale de New York. C'est là qu'on a énormément d'or stocké. Bon, évidemment, ça coûte cher de stocker cet or. Et bon, voilà, donc ça nous coûte de stocker, et en fait, on n'a aucun usage. Ben, en fait, moi j'ai envie de vous dire que l'or, en fait, ne tire pas beaucoup de valeur de la marchandise, mais de sa qualité monétaire. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'en fait, la monnaie, je suis en train de vous dire, la monnaie tire sa valeur de la marchandise dont elle est produite, et en même temps, quand on réfléchit 2 minutes, on s'aperçoit que si l'or aujourd'hui a de la valeur, c'est pas du tout parce qu'il a une utilité propre, c'est parce qu'il est monnaie. Et donc ça veut dire que en fait, le fait de devenir monnaie transforme complètement la valeur qu'on peut avoir d'une marchandise. Et donc tout ce que je suis en train de vous dire, c'est que ça ne marche pas vraiment. C'est que la valeur de la monnaie marchandise ne vient pas vraiment de la marchandise. C'est même l'inverse, c'est la valeur de la marchandise, de l'or, vient plutôt de son qualité monétaire. Bon, laissons ça, vous réécouterez le passage si vous voulez bien comprendre. Deuxièmement, une monnaie peut avoir de la valeur, non pas parce qu'elle est adossée à une marchandise, c'est encore plus subtil, mais parce qu'elle est adossée à un titre de propriété. La monnaie, ça peut être juste la propriété d'une marchandise, et non pas la marchandise elle-même. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, simplement, une chose très simple. Vous avez de l'or. Vous voulez transporter cet or pour payer quelque chose. Mettons, on est dans la monnaie marchandise, la monnaie or classique. Bon, le problème, c'est que transporter de l'or, c'est compliqué. Donc, vous n'allez pas transporter de l'or, vous allez transporter la propriété de l'or. C'est-à-dire, vous dites, ben voilà, cet or, il existe quelque part, là, j'en suis propriétaire, et je vais transférer ma propriété à quelqu'un. Alors, quand on réfléchit comme ça veut dire que la monnaie n'est pas l'or au sens strict. La monnaie, c'est la propriété de l'or. Ça veut dire qu'ici, on est en train de parler d'une monnaie qui est une monnaie papier. Une monnaie titre de propriété. En fait, ça a été très longtemps utilisé. C'est, on va dire, l'invention de ce qu'on appelle la monnaie scripturale. Dès le Moyen-Âge, et là je vous parle du Moyen-Âge en Europe, mais on a pu avoir d'autres circonstances dans lesquelles on a pu aussi avoir de ce type de monnaie qui circulait. Et au Moyen-Âge en Europe, eh bien, c'est ce qu'on appelait des lettres de crédit. Alors les lettres de crédit disent bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire que c'est un crédit, c'est une créance qu'on va se faire les uns aux autres en, quelque part, se reposant sur une tierce personne pour échanger la propriété de cette créance, c'est-à-dire le fait qu'on possède quelque chose chez cette tierce personne. Je vais vous l'expliquer avec un petit schéma que nous allons voir maintenant.
les principes d'une lettre de crédit. On dit aussi parfois lettre de change, mais la lettre de change c'est un peu plus complexe que la lettre de crédit, parce que normalement il y a aussi une opération de change qui est dedans, c'est-à-dire qu'on va changer d'unité monétaire. Ici, on ne va pas changer d'unité monétaire, on va considérer que la monnaie c'est l'or, et cette monnaie elle est comptabilisée en poids, c'est-à-dire en grammes. Alors là aussi, au Moyen-Âge, on n'utilisait pas des grammes, hein, mais peu importe, l'idée c'est juste de réfléchir théoriquement. Bon, alors voilà, cette tierce personne, ça va être la banque. La banque, mettons la banque A. Et nous avons un homme, je suis très original, qui s'appelle Pierre, et qui, en fait, possède de l'or. Mais il n'a pas envie de trimballer de l'or tout le temps. Il a envie donc de pouvoir, quelque part, se déplacer sans son or physiquement présent sur lui. Donc il va faire une opération comment dire, de dépôt. Hein. Il va déposer son or dans la banque A, c'est-à-dire dans les coffres de la banque A. Il va demander à la banque A de garder cet or pour lui. Et en échange, qu'est-ce qu'il va recevoir? Une créance. Donc une lettre de crédit, hein, une créance. C'est-à-dire que la banque A va dire, bah voilà, vous avez posé 1 kg d'or, donc 1000 grammes d'or, hein, chez moi, et donc je vous fais une reconnaissance de dette. Je vous dis, voilà, vous possédez 1 kg d'or dans mon coffre. Parmi tout l'or que j'ai, il y en a 1000 grammes qui vous appartient. Voilà ce que dit la banque A. Bon, maintenant Pierre peut se déplacer, voilà, il peut faire autre chose, il peut rencontrer Julie. Ouais, c'est une fille maintenant, c'est pas Paul Jacques. Julie a une maison. Et Julie souhaite vendre la maison à Pierre. Et Pierre souhaite acheter la maison de Julie. Alors, il peut faire deux choses. Soit il retourne à la banque, il lui montre la lettre de crédit à la banque, il dit voilà, j'ai besoin de récupérer mes 1000 grammes d'or, et puis comme ça, hop, il va voir Julie et il va lui payer de l'or à Julie pour acheter sa maison. Bon, mais là c'est un peu compliqué. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va plutôt faire autre chose, c'est-à-dire qu'il va acheter la maison de Julie en écrivant une nouvelle lettre de crédit, donc une créance, qui va dire la chose suivante. Mettons que la maison de Julie, elle soit vendue 800 grammes d'or, donc il va dire la chose suivante, il va dire sur les 1000 grammes d'or que je possède, 800 maintenant appartiennent à Julie. Alors évidemment, il faut que Julie ait confiance en Pierre. Il faut que Julie puisse vérifier que Pierre a bien 1000 grammes d'or à la banque. Alors Pierre, il lui montre le papier. Regardez, j'ai la créance de la banque. Mais attention, Pierre, il peut être un malin. Il peut avoir montré ce papier à différentes personnes et avoir acheté à chaque fois 800 grammes d'or. Quand on fait ça, évidemment c'est totalement illégal, on dit qu'on fait un chèque sans provision. Vous avez une créance de la banque de 1000 euros, vous faites un premier chèque de 800 euros, il est valide, puis vous faites un deuxième chèque de 800 euros, puis un troisième chèque de 800 euros, puis etc. Et bien au bout d'un moment, vous n'avez pas le droit et vous allez en prison. Voilà, c'est ce qu'on appelle faire des chèques sans provision. Donc ici, on va considérer que tout le monde se fait confiance, voilà, qu'il y a un mécanisme qui permet d'éviter ce genre de choses, ne serait-ce qu'un système légal avec une loi très dure. Donc Pierre, il sait bien ce qu'il risque, donc il ne va pas faire un chèque sans provision. Il va lui dire, voilà, maintenant, vous avez le droit, Julie, vous possédez 800 grammes d'or que je possède, parmi les 1000 que je possède en banque A. Bon, bah Julie, qu'est-ce qu'elle va faire? Avec sa lettre de créance, elle pourrait tout à fait aller voir la banque A, la banque de Pierre, et lui demander de récupérer 800 grammes d'or. Mais la banque, elle est loin. Elle se trouve à peut-être 200 km, parce que Pierre, il a beaucoup voyagé depuis qu'il a déposé son or. Elle n'a pas du tout envie d'aller faire tout ce trajet pour récupérer les 800 grammes d'or. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va aller à sa banque, à elle, qui est la banque B. Vous voyez, c'est très original là aussi dans les noms. Et là, elle va montrer le papier de Pierre et récupérer 800 grammes d'or à la banque B. Et là, vous allez me dire, mais la banque B, d'où vient cet or? Et cet or, elle est comme la banque A, elle a des déposants qui ont déposé de l'or dans ses coffres, et donc elle va lui donner de l'or qui appartient à quelqu'un d'autre. Alors du coup, qu'est-ce qui va se passer? Si la banque B n'a plus d'or, n'a plus totalement son or dans ses coffres, donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se mettre d'accord avec la banque A pour, alors, deux choses. Soit, elle dit à la banque A, bon, ça serait bien que vous me donniez les 800 grammes d'or que possède Pierre, de manière à ce que je les ai dans mon coffre, pour compenser la perte que j'ai eue. Mais soit, en fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle ne va pas faire ça. Les deux banques vont
marquer ce qu'elles se doivent les unes aux autres à chaque opération qui va être faite. Et à la fin de l'année, elles vont regarder le solde des opérations. C'est-à-dire, parce que vous comprenez que là, je vous parle d'une transaction où l'or de la banque A, qui était donc physiquement dans la banque A, va finir par se retrouver physiquement dans la banque B. Mais pour cela, il peut y avoir d'autres opérations dans lesquelles, des opérations inverses, dans lesquelles c'est l'or de la banque B qui devrait se retrouver dans le coffre de la banque A. Donc au final, pour éviter d'avoir à chaque fois faire circuler physiquement l'or d'une banque à l'autre, on comptabilise chaque banque qui se connaissent, donc, qui peuvent se téléphoner, tout ça, vérifier que, voilà, vérifie donc combien elle possède de créances sur l'autre banque, et à la fin de l'année, on regarde. Et imaginons qu'on ait des opérations inverses qui soient faites dans les mêmes proportions, alors à la fin, on peut vérifier que le solde est quasiment égal à zéro. Bon, est-ce que ça vaut le coup de transporter le solde d'une banque à l'autre? Bah non. Si globalement le solde est nul, eh bien on va rester comme ça, et puis voilà. Donc en fait, il est possible que s'il y a plein d'opérations qui se font comme ça, qu'il n'y ait jamais de transaction physique de l'or. Alors, aujourd'hui, le système fonctionne toujours comme ça. Globalement, il fonctionne comme ça. Mais sauf que c'est très compliqué, parce qu'il n'y a pas que deux banques, il y en a des centaines, des milliers de banques à l'échelle mondiale. Donc en fait, pour calculer les soldes que les banques se doivent les unes envers les autres, en fait, on le fait beaucoup plus que tous les ans, parce que maintenant on peut le faire beaucoup plus à la fin de chaque journée, par exemple, on peut le faire. On le fait auprès d'un intermédiaire qui se trouve ici entre les deux et qu'on appelle une chambre de compensation. Et en fait, c'est une institution financière qui va calculer les soldes de tout ce que les banques se doivent à la fin de la journée de l'une à l'autre et qui va demander de régler les soldes, uniquement d'ailleurs si c'est important, si les soldes au point nul, on n'a même pas besoin de les régler. Voilà. Et donc à la fin de la journée, les banques se doivent mutuellement de l'argent et parfois se versent mutuellement de l'argent. C'est donc la chambre de compensation qui organise les soldes que toutes les banques se doivent les unes par rapport aux autres. C'est toujours le principe d'aujourd'hui. Alors bien sûr, ce que je n'ai pas dit ici dans le petit exemple, vous pouvez assez facilement l'imaginer, c'est que il y a des commissions à chaque fois, bien sûr. C'est-à-dire qu'ici, on prélève une petite commission. Ici, Julie, elle peut vendre sa maison un peu plus cher. Ici, la banque B va prélever une commission. Évidemment, parce qu'il faut bien que le banquier continue de travailler. Bon, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que cette transaction que je vous ai montrée, c'est une transaction qui est très intéressante dans le sens où l'or physiquement n'est pas transporté, il n'a pas besoin d'être transporté, et la transaction se déroule en fait uniquement par l'intermédiaire de transferts de propriété. Ici, on a en quelque sorte une première lettre de crédit qui dit voilà, vous êtes propriétaire de l'or. Ici, on a une lettre de transfert de propriété, et ici, on a là aussi un transfert de propriété, de crédit, puisque finalement, qui possède les 800 grammes d'or à la fin, c'est bien la banque B, puisqu'elle a versé à Julie 800 grammes d'or. Alors, j'ai vu qu'il y a plein de questions, mais alors le problème, c'est que vous avez aussi raconté plein de conneries. Je vais quand même essayer de voir s'il n'y a pas des questions intéressantes. C'est parce que si la banque B n'a pas les 800 grammes d'or que Julie réclame. Elle les a, la banque B, puisque par définition, Pierre les a déposés. Il a posé 1000 grammes. Dans l'exemple, donc il n'y a pas de souci. Par contre, il est possible, et ça c'est vrai, que que les opérations soient tellement importantes qu'une banque se retrouve dans l'incapacité de payer aux autres banques. Et dans ce cas-là, elle fait, on appelle banqueroute, c'est-à-dire qu'elle fait faillite. Et évidemment, ça peut poser des problèmes parce que ça veut dire que les transactions qui fonctionnent comme ça, finalement, ne peuvent plus fonctionner selon ce principe. Bon, alors, les métaux ne sont-ils pas considérés comme de monnaie métallique? Si. Mais les monnaies métalliques, c'est tous les métaux différents, y compris l'or et l'argent, bien sûr. Bon. Oui, alors là, il y a quelqu'un, un expert de Fallout, qui me dit que la monnaie, c'est des capsules dans Fallout, c'est vrai. Et c'est aussi assez sympathique. Je vous invite à jouer à ce jeu, mais c'est un jeu des années 90, c'est pas de votre âge, c'est du mien. Et c'est super, surtout Fallout 2. Oui, peut-être que vous avez des Fallout plus récents qui sont pas bien. C'est la monnaie qui devient marchandise ou la marchandise qui devient monnaie? Eh bien, c'est la marchandise qui devient monnaie. C'est ça qu'on essaie d'expliquer. Bon.
Voilà, alors le problème c'est que vous avez écrit plein de conneries et que je ne sais pas s'il y a des questions importantes dans le lot. Toc toc toc. Voilà, bon, j'ai l'impression qu'on s'en fiche un peu. Ok, bon, j'arrête là. S'il y a des questions importantes auxquelles je n'ai pas répondu, vous pouvez les poser. Alors, quiz si tous les agents réclament l'aurore en même temps. Alors, non, mais là, c'est des bonnes questions. Alors, là, on est sur un exemple théorique. On n'est pas sur un système monétaire réel. On va revenir sur ces questions-là. Alors, il est 2h16, donc on a encore une demi-heure, on va dire un peu plus d'une demi-heure de cours. Donc, on va continuer ce cours. Alors, cette monnaie, je l'ai dit tout à l'heure, mais j'y reviens ici, c'est ce qu'on appelle de la monnaie scripturale, c'est-à-dire une monnaie jeu d'écriture. Et alors, en fait, concrètement aujourd'hui, ça correspond à quoi? Ça correspond aux chèques, ça correspond aux cartes bancaires, ça correspond à la monnaie électronique. En fait, aujourd'hui, l'essentiel de la monnaie fonctionne comme ça. C'est pour ça que je vous ai dit que ce petit schéma un peu bête là que je vous ai montré, qui a été inventé au Moyen-Âge en Europe, donc qui a beaucoup contribué au développement du grand commerce européen au Moyen-Âge. Là aussi, nous le verrons pour ceux qui ont choisi l'option d'histoire des faits économiques. Voilà, tout cela, finalement, au départ, était basé sur l'or. Au départ, on avait bien quelque chose qui était physique, qui était la monnaie, etc. Physique en or. Et très vite, ça continue d'être le système de transaction organisé, qui fonctionne le mieux, notamment lorsqu'on paye à l'étranger, puisque lorsqu'on paye à l'étranger, là, la monnaie, c'est pas les mêmes monnaies, donc on a une opération de change en même temps qui se fait, parce que les euros que vous possédez, vous ne pouvez pas les utiliser aux États-Unis, parce qu'il y a un cours légal du dollar, et donc vous êtes obligé de passer par le système bancaire pour transformer vos euros en dollars, et tout ça fonctionne un peu comme cela, c'est-à-dire qu'on va avoir en plus une opération de change en même temps qu'on va avoir une opération de crédit. Bon, cette monnaie jeu d'écriture, c'est ce qu'on appelle la monnaie scripturale. Alors, je récapitule. D'où vient la valeur de la monnaie? Premièrement, elle vient de la marchandise qui a une valeur. Mais on a vu que c'était un peu plus compliqué, parce que la marchandise qui a une valeur trouve une autre valeur en devenant monnaie. Et donc, finalement, on ne sait plus trop si c'est l'or en tant que marchandise qui a de la valeur aujourd'hui ou l'or en tant que monnaie. Et en fait, si on le sait, parce que de mon point de vue, la question est vite répondue, comme dirait l'autre, c'est que essentiellement, c'est l'or en tant que monnaie. C'est-à-dire que si l'or aujourd'hui a de la valeur et si l'or est recherché, c'est parce qu'il a un attribut monétaire encore aujourd'hui, même si on ne paye pas directement en or, tout le monde est... Enfin, on est sûr que le jour où le système bancaire s'effondre, c'est l'or qui reviendra au goût du jour. Alors, mais il y a une autre sorte de monnaie qui n'est ni marchandise, ni titre de propriété. C'est ce qu'on appelle la monnaie fiduciaire. C'est-à-dire les billets de banque. Les billets de banque, ce n'est pas un titre de propriété. Parce que c'est physiquement le billet qui est de la monnaie. Il n'est pas adossé à la propriété de quelque chose d'autre. Ce n'est pas un titre de propriété. C'est physiquement le billet qui a de la valeur et qui est de la monnaie au sens strict. C'est-à-dire qu'il a une caractéristique matérielle qui pourrait le rapprocher de l'or. Mais, contrairement à la monnaie marchandise, c'est juste un papier. C'est-à-dire que concrètement, il n'a pas de valeur intrinsèque. Donc, la monnaie fiduciaire, je parle ici du billet de banque, voire des pièces de monnaie, qui sont aussi de la monnaie fiduciaire, ont une valeur qui n'est ni liée au fait qu'il s'agit d'une marchandise, ni liée au fait qu'il s'agit d'un titre de propriété, parce que ce n'est pas un titre de propriété. Le fait de posséder physiquement le billet dit que vous êtes propriétaire de ce billet. Bon, alors d'où vient la valeur de cette monnaie? Alors, le principe du billet de banque, finalement, il faut réfléchir à la manière dont le billet de banque a été inventé dans l'histoire. Il a été inventé là aussi à plusieurs reprises. En Chine, il a été inventé dès le Moyen-Âge. En Europe, il a été inventé au XVIe siècle par la Banque de Stockholm, puis la Banque d'Amsterdam. La Banque de Stockholm, on considère que c'est la première banque qui a inventé en Europe le papier-monnaie. Donc on voit qu'il est postérieur à la lettre de crédit. Donc c'est quelque chose qui arrive après ce que je viens de vous décrire. Alors,
une manière de comprendre comment le billet de banque est devenu monnaie, c'est de réfléchir au fait que les banquiers de l'époque, eh bien, ils avaient des lettres de crédit. Et comme vous avez compris, dans la lettre de crédit, il y a un aspect nominatif. C'est-à-dire qu'on a bien Pierre qui dit je, sous-signé Pierre, donne 800 grammes d'or à Julie, ici présente, Julie contresigne. Hein, c'est le chèque. Hein, le chèque, il est signé par la personne qui a payé et il est signé lorsque vous l'endossez. Hein, vous devez donc signer et tout ça. Bon, alors, aujourd'hui, on utilise de moins en moins de chèques, on utilise beaucoup plus de cartes de crédit, mais c'est la même chose, c'est nominatif. C'est-à-dire que c'est vraiment le compte d'un tel qui va sur le compte d'un tel. Hein, et là aussi, normalement, par définition, on est capable de savoir qui a payé à qui. Alors, ce système de lettres de crédit, il est effectivement très efficace, très utile. C'est aujourd'hui l'essentiel de la monnaie, mais il manque un peu de souplesse. Parce que justement, il faut savoir les noms des gens, le nom de celui qui vend et le nom de celui qui achète, hein, où va l'argent et d'où vient l'argent. Et donc la banque de Stockholm, début du XVIIe siècle, je crois, hein, en 1600 et quelques, a décidé d'innover en créant ce qu'on pourrait considérer comme une forme de lettre de crédit non nominative. C'est une lettre de crédit, mais qui, en fait, détermine un crédit au porteur, c'est-à-dire à celui qui possède le titre, et non pas au nom qui est marqué sur le titre. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas ici mettre un titre avec un nom dessus, on va juste créer un titre, un bon en quelque sorte, et on versera alors à qui possédera ce bon. Concrètement, qu'est-ce que ça peut signifier? Alors, ça peut signifier la chose suivante. Reprenons notre exemple de tout à l'heure. Nous avons Pierre qui dépose 1000 grammes d'or dans la banque A. Cette fois-ci, au lieu de lui faire une lettre de crédit nominative, la banque A, donc la banque de Stockholm, va lui décider de verser 1000 coupons de 1 gramme d'or. Des billets. Voilà, c'est ça les billets, c'est des coupons en fait. Elle va lui dire, ben voilà, en échange de ces 1000 grammes d'or, je vais vous donner 1000 coupons de 1 gramme d'or, d'une valeur de 1 gramme d'or. Toute personne qui reviendra me donner ces coupons pourra récupérer l'or qui est écrit dessus. Donc je vais vous donner 1000 grammes d'or sous forme de coupons, et n'importe qui pourra récupérer ça. C'est ça l'intérêt ici, c'est qu'il n'y a pas de nom marqué dessus, donc c'est non nominatif. Ça veut dire que n'importe qui peut récupérer ces billets et demander le remboursement de ce billet en or. Ce principe que je viens de vous décrire, c'est un principe d'étalon or. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le billet a une valeur parce qu'il est échangeable contre de l'or. Hein, c'est-à-dire que concrètement, il a été procédé à un échange or contre billet. Eh bien, à tout moment, n'importe qui peut revenir auprès de la banque et pour faire l'échange inverse, c'est-à-dire rendre le billet et récupérer de l'or en échange. Le fait que les billets ne soient pas nominatifs, c'est quelque chose de très pratique. Ça veut dire que maintenant, au lieu d'échanger de l'or physique, vous pouvez échanger la propriété de l'or en quelque sorte, mais plus simplement qu'auparavant, non pas en faisant un chèque, en signant et en vidant, parce que le problème qu'il y a aussi, c'est les chèques sans provision, bien sûr. Là, il n'y a plus de souci ici. C'est-à-dire que n'importe qui pourra récupérer de l'or avec le billet qui est donné. Donc ça veut dire que vous pouvez échanger le billet et cette personne acceptera le billet parce qu'elle sait que derrière, il y a le tampon de la banque de Suède et que de la banque de Suède, de Stockholm, je ne sais plus. Je sais plus. Je crois que c'est. Enfin, en tout cas, elle est à Stockholm, c'est sûr. Bon, après, j'ai oublié parce que je confonds les deux. Je confonds avec la Banque centrale aujourd'hui, la Banque de Suède, qui dessert les prix Nobel d'économie, avec la banque du XVIIe siècle qui devait sans doute s'appeler la Banque de Stockholm. Enfin, peu importe. Donc, n'importe qui pourra récupérer de l'or avec ce coupon parce qu'il a le tampon de la banque. Ce qui signifie que ces billets peuvent être utilisés directement en paiement comme s'il s'agissait de la monnaie métallique. Oui, l'étalon or, c'est comme le dollar jusqu'en 1971, tout à fait. C'était le système, on va le voir tout à l'heure, c'était le système qui a été au cœur de la monnaie, effectivement, jusqu'en 1971, hein, mais on va voir avec des variantes quand même. Hein. L'intérêt de ce système,
c'est que les gens accepteront les billets pour plein de raisons. D'abord parce que c'est plus pratique. C'est plus pratique parce que c'est plus léger, c'est plus simple à transporter. Euh, comment dire? Alors attention, ça n'aura pas de valeur partout. C'est-à-dire que le billet de banque, pour qu'il ait de la valeur, il faut qu'on puisse quand même accéder à la banque, à son guichet pour échanger l'or. C'est-à-dire que si vous voulez faire une transaction internationale, ça va devenir un peu compliqué. Par contre, tant que vous faites une transaction à Stockholm, ça posera aucun problème. Tant que les gens ils ont confiance dans le fait que ce billet peut être convertible en or à tout moment, hein, c'est ce qu'on appelle la convertibilité de la monnaie, elle peut à tout moment être échangée en or, alors il n'y aura aucune raison pour qu'ils refusent le papier, et pour eux, ils considéreront que ce papier monnaie, ce billet, eh bien, est aussi à autant de valeur que l'or au sens strict. Le problème, c'est que ils peuvent aussi douter. Ils peuvent aussi se dire peut-être que la banque de Stockholm a émis plus de billets qu'elle a d'or dans ses coffres, puisqu'en fait, personne ne pourra vérifier le montant d'or qui est entreposé dans les coffres de la banque de Stockholm. Donc là se pose quand même un problème. En économie, on parle souvent d'asymétrie de l'information. Vous avez peut-être vu ce terme avec Michel Favreau. L'asymétrie de l'information, c'est le fait que chacun a des connaissances spécifiques qui ne sont pas les mêmes. Et la banque de Stockholm, elle sait combien d'or elle a dans les coffres, alors que les gens qui utilisent les billets, eh bien, ils ne savent pas combien il y a d'or, et ils ne savent surtout même pas combien il y a de billets. Hein, c'est-à-dire qu'en circulation, si ça se trouve, il y a plus de billets en circulation que d'or dans les coffres de la banque, et donc si ça se trouve, certes, moi tout seul, individuellement, je peux aller amener l'échange, échanger mon billet contre de l'or, mais si tout le monde se mettait à échanger des billets contre de l'or, il est possible qu'il n'y aurait pas suffisamment d'or pour rembourser tout le monde. Donc voilà, donc on a un besoin de confiance. S'il n'y a pas de confiance, la papier-monnaie n'a pas de valeur. C'est la raison pour laquelle on appelle ça de la monnaie fiduciaire. Fiduciaire, ça vient du latin fidus. Fidus, c'est confiance. Donc c'est la monnaie qui inspire de la confiance, ou plutôt qui repose sur la confiance, c'est-à-dire le fait que chacun pourra se voir rembourser en or, en métaux précieux, le billet qu'il possède. Bon, mais alors pourquoi aurait-on des raisons de douter que la banque qui a émis ces billets pourrait tricher ou pourrait avoir plus d'or en billets qu'elle a d'or en réserve, hein, plus de billets de banque en valeur qu'elle a d'or en réserve. En fait, derrière l'idée qu'il pourrait y avoir moins d'or en réalité dans les coffres de la banque que de billets en circulation, il n'y a pas qu'un problème de triche. C'est-à-dire que, évidemment, si la banque est malhonnête, si elle émet plein de billets sans avoir uniquement pour son bénéfice personnel, sans qu'elle ait d'or, évidemment, là, elle triche, et évidemment, il ne faut pas faire confiance à une telle banque. Mais en fait, ce que je vais vous expliquer, c'est que même sans tricher, il est tout à fait normal qu'une banque puisse posséder moins d'or dans ses coffres qu'elle n'a émis de billets. Et cela sans tricher du tout. Alors, pour essayer de le comprendre, ça c'est déjà dit. Ok. Voilà. Pour essayer de comprendre, il faut réfléchir. Bon, j'ai mis ici, mais je vais vous faire autre chose que ce qui est sur la diapo. Hein, mais vous allez voir, ça va être lié à la diapo. Hein, tout ça, c'est des choses que j'ai déjà expliquées. Pour essayer de comprendre comment il est possible qu'une banque honnête, qui organise sa monnaie, qui émet des billets en fonction de tous les dépôts qu'elle a en or, et qui ne va pas faire tricher par rapport à ça, peut se retrouver avec plus d'or en papier-monnaie qu'elle n'a d'or en réserve. Et bien en fait, pour essayer de le comprendre, il faut se mettre dans la situation d'un banquier qui est à la fois une banque de dépôt, mais qui est aussi une banque de crédit. C'est-à-dire que une banque, la fonction première d'une banque, c'est pas simplement de garder l'argent pour vous. La première fonction d'une banque, c'est d'accorder des prêts à des gens, à des entreprises qui ont besoin d'argent. C'est comme ça que la banque va se faire rémunérer. Imaginons maintenant que vous avez la banque de Stockholm, donc, qui décide de prêter à un investisseur qui veut, par exemple, faire du commerce avec la Chine, hein, un commerce extrêmement rentable. Donc évidemment, vous avez intérêt à favoriser l'expédition, donc il va falloir qu'il recrute des marins, qu'il arme des bateaux, qu'il aille
qu'il achète des marchandises en Europe, qu'il aille vendre ses marchandises en Chine, et puis ensuite qu'il rachète des marchandises qui valent plus et qui reviennent. Vous comprenez bien que tout ça ne se finance pas avec, avec peu d'argent, ça nécessite beaucoup d'argent. C'est une grande expédition et la banque elle est intéressée pour financer cette expédition parce que derrière elle a récupéré des intérêts. Bon, mettez-vous à la place de la banque de Stockholm. Vous avez émis, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, 10 000 grammes d'or en billets et vous avez en contrepartie récupéré 10 000 grammes d'or dans vos coffres. Il n'y a aucun souci. Autant de billets en circulation que d'or dans réserve. Et là, vous avez quelqu'un qui vous demande un crédit. Alors vous devez lui accorder un crédit. Mais comment vous faites ? Deux choses. Soit vous lui prêtez de l'or, soit vous lui prêtez des billets. Et dans les deux cas de figure, on va se retrouver au même problème. C'est-à-dire que si vous lui prêtez de l'or directement, par exemple, il veut acheter des marchandises ailleurs qu'en Suède. Donc du coup, il va falloir qu'il ait de l'or physique. Il ne peut pas avoir des billets de banque parce que les gens ne vont pas l'accepter. Donc du coup, vous allez ponctionner, mettons qu'il ait besoin de 100 grammes d'or. Bon, vous allez baisser, vous avez 10 000 grammes d'or. Bon, maintenant vous avez 9 900 grammes d'or. S'il a besoin de 1000 grammes d'or, vous êtes passé à 9 000 grammes d'or dans vos coffres. Vous allez lui prêter en or. Alors vous pouvez dire, mais vous êtes en train de prêter l'argent qui ne vous appartient pas. Oui, mais c'est ça que fait une banque. La banque, sa fonction première, c'est prêter de l'argent qui ne lui appartient pas. Ou en tout cas, en fait, c'est l'argent qui lui appartient, mais qu'elle doit rendre à la personne qui le demande. Il faut aussi penser que l'argent que vous avez dans votre banque, ce n'est pas votre argent. C'est l'argent de la banque. Elle peut en faire ce qu'elle veut. Ce qui est à vous, c'est la créance. C'est-à-dire la capacité de demander à la banque de vous rembourser à tout moment. Quand vous avez à la fin de tous les mois, vous recevez, alors maintenant, on ne reçoit plus physiquement son livret de compte, mais on reçoit, on a quand même une créance, c'est marqué, vous allez consulter votre compte sur Internet et vous verrez, créance, ça veut dire que la banque vous doit 50 euros, si vous avez 50 euros sur votre compte, la banque vous doit 50 euros, mais ça veut dire que la banque a utilisé votre argent, vous l'avez déposé, vous lui avez confié, et donc elle peut en faire ce qu'elle veut. Elle vous doit 50 euros, mais elle fait ce qu'elle veut. C'est comme quand vous prêtez de l'argent à quelqu'un, cet argent ne vous appartient plus. Ce qui vous appartient, c'est la créance sur cet argent. Bien, c'est exactement la même chose. Ça veut dire que la banque, elle peut, là aussi c'est totalement légal, prêter, mettons 1000, ça fait plus, prêter 1000 grammes d'or à ce marchand qui veut faire du commerce avec la Chine, et elle peut le prêter, et elle doit toujours rembourser aux gens qui lui demandent les 10 000 grammes d'or. Mais voyez que quand elle a fait cette opération de prêt en or, eh bien, elle se retrouve avec plus de billets de banque en valeur que d'or dans ses coffres. Alors on peut se dire, attention, ne touchons pas à l'or, c'est trop compliqué, prêtons d'une autre manière. Mais alors comment on peut prêter d'une autre manière ? On peut prêter des billets de banque. Aucun souci, on va lui prêter 1000, mais cette fois-ci en billets de banque. Ces billets de banque seront tout à fait utilisables à Stockholm et dans les alentours, puisque les gens ils considéreront que c'est aussi bien que de l'or. Mais là, dans ce cas-là, ça veut dire que la masse monétaire, elle sera de 11 000, et les dépôts en banque, en or, seront eux aussi de 10 000. Donc vous voyez bien que derrière cette opération de prêt, on a forcément, à la fin, plus de billets en circulation que d'or. Alors attention, ça c'est au moment du prêt. Le marchand, ensuite, il va aller en Chine, il va faire son commerce, il va revenir, il va faire du profit, il va vous rembourser votre prêt avec intérêt. Donc il va vous rembourser 1000 grammes d'or, et puis si c'est une opération qui a valu beaucoup d'intérêt, eh bien il peut vous rembourser 200 grammes en intérêt. Ces 200 grammes en intérêt, c'est votre revenu. Vous le gardez pour vous. Les 1000 grammes d'or, si vous les remboursez physiquement en or, eh bien hop, ça revient. Et donc vous étiez dans un premier exemple, là vous aviez 10 000, vous avez prêté 1000, il vous rend les 1000, eh bien pas de souci, vous retrouvez à 10 000 en termes d'or et vous retrouvez l'équilibre qui était prévu au départ. S'il vous rembourse en monnaie, c'est pareil. Le moment où il vous rembourse, ça veut dire que les billets que vous avez émis pour prêter aux marchands sont détruits parce qu'il vous rembourse et donc là vous retrouvez à 10 000 partout. C'est ça une opération de crédit auprès d'une banque. C'est pas illégitime de faire une opération de crédit, c'est au contraire parfaitement légitime. Mais vous voyez que pendant le temps de l'opération de crédit, vous vous êtes retrouvé à un moment, mettons qu'il est prêté en billets, que la banque est prêtée en billets, vous vous retrouvez à un moment où il y a plus de billets en circulation que d'or dans les coffres, et vous voyez que ce n'est pas illégitime.
Bon, mettons que la banque, et c'est son rôle, elle veut gagner de l'argent, elle fasse du crédit à plein d'entreprises. On peut tout à fait se retrouver avec 20 000 en masse monétaire sous forme de billets et 10 000 en réserve en or. Posons-nous 2 minutes et réfléchissons sur ce que ça signifie. Ça signifie que dans les billets de banque qui sont en circulation, 20 000 grammes d'or sous forme de billets, il y en a 10 000 qui sont la contrepartie de l'or physique qui est déposé dans le coffre. Mais il y en a 10 000 autres. Quelle est la contrepartie de ces autres billets qui circulent? Ce n'est pas l'or, puisque c'est la contrepartie des premiers 10 000. Ce n'est pas rien non plus. Qu'est-ce qui fait que ces 10 000 grammes d'or qui circulent sous forme de billets ont de la valeur? C'est la créance. Ils sont adossés sur la créance. Ils sont adossés sur le fait que le marchand qui est parti, il va vous rembourser. Cela veut dire qu'une partie de la monnaie en circulation, sous forme de billets, est adossée sur de l'or, et que la deuxième partie de la monnaie en circulation est adossée sur une créance que la banque possède sur le marchand ou sur les marchands à qui elle a prêté. Est-ce que cette créance a de la valeur? Oui. Pourquoi elle a de la valeur? Parce que l'opération économique qui consiste à aller commercer avec la Chine est une opération rentable et qu'elle va créer de la richesse et qu'elle va être bénéfique pour l'ensemble de la société. Mais ce que j'essaie de vous expliquer, c'est la dernière chose ici. Donc c'est très important. Vous réécouterez ce passage si vous n'avez pas compris, parce que je vois qu'il y en a quelques-uns qui écrivent des chats, et quand ils écrivent, ils n'écoutent pas. C'est cet dernier élément-là. Pourquoi la valeur de la monnaie dépend-elle du crédit? Parce que dans l'opération que je viens de vous décrire, une partie de la valeur des billets de banque n'est plus adossée sur l'or, mais sur le crédit, et sur la qualité du crédit. C'est-à-dire que on a prêté à quelqu'un qui avait la possibilité de faire de l'argent et de gagner des sous. Et cette qualité du crédit va déterminer la qualité de la valeur de la monnaie. Poursuivons le raisonnement. Aujourd'hui, c'est marqué ici, là, la valeur du papier-monnaie n'est plus fondée sur la convertibilité en métaux précieux. Sur quoi, aujourd'hui, notre monnaie fiduciaire est-elle fondée? Pas sur de l'or. Il n'y a plus d'or. Quelqu'un me disait tout à l'heure, depuis 1971, il n'y a plus d'étalons or. Les billets de banque ne sont plus échangeables en or. Et du coup, on se dit, mais qu'est-ce qui va là? D'où vient la valeur de la monnaie? Eh bien, je viens de vous l'expliquer. Supprimons l'or. Supprimons l'idée qu'on va demander le remboursement de la papier-monnaie en or. Sur quoi est fondée toute la partie, la deuxième partie, les 10 000 autres billets? Sur le crédit. Eh bien, en fait, la monnaie d'aujourd'hui, c'est une monnaie qui n'a plus de lien avec l'or, et donc elle a le lien avec quoi? Elle a du lien avec du crédit. C'est-à-dire que ce qui aujourd'hui est au cœur de la valeur de la monnaie, c'est la créance. Et c'est la créance accordée par la banque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans un monde où il n'y a plus de monnaie convertible en or, mais où toute monnaie qui est émise en échange d'une créance. Et cette créance, elle a de la valeur, et c'est cette créance qui détermine la valeur de la monnaie. Alors, je ne sais pas si vous avez bien compris la démonstration. Je pense que certains n'ont pas compris, que d'autres, sans doute, qui ont écouté très attentivement ont compris. Et donc, cette séquence-là, je veux que vous la réécoutiez et que vous preniez des notes pour essayer de comprendre ce que ça veut dire. Je répète très brièvement. Vous avez, parce que j'essaie de vous expliquer la monnaie fiduciaire, en même temps, j'essaie de vous expliquer la monnaie d'aujourd'hui. Vous avez du temps de la Banque de Stockholm, une banque qui a décidé, pour être plus malin, plus pratique, d'émettre des lettres de crédit non nominatives. Donc des billets de banque. Ces billets de banque, ils étaient émis en échange de l'or que la personne déposait, comme les lettres de crédit. Mais il s'est passé que cet argent a commencé à circuler facilement dans l'économie, comme si c'était de l'or, et tout le monde l'acceptait parce que tout le monde savait qu'il pouvait se voir rembourser son billet par de l'or, c'est ce qu'on appelle la convertibilité. Seulement, on a compris qu'une banque, ce n'est pas qu'un organisme de dépôt, c'est aussi un organisme de crédit, c'est-à-dire qu'une banque prête de l'argent. Or, dans cette opération de prêt, d'une manière ou d'une autre, elle émet du papier-monnaie qui n'est plus adossé sur de l'or, mais qui est adossé sur une créance, c'est-à-dire le fait qu'elle ait fait une opération de crédit à une activité rentable. Eh bien, cette monnaie qui circule, cette nouvelle monnaie qui circule, qui n'est pas différente de l'autre, en réalité, ce sur quoi elle est fondée, ce n'est pas sur de l'or, mais sur du crédit. Eh bien, aujourd'hui,
la monnaie, pour comprendre la monnaie d'aujourd'hui, il faut comprendre que cette monnaie est toujours adossée à une créance et que c'est la raison pour laquelle elle détient de la valeur, c'est que la créance qui est derrière, eh bien, elle a de la valeur. Et tout ça me permet ici de répondre à nouveau à Nicolas Dufresne et de dire qu'une monnaie libre, ça n'a pas de sens aussi pour cette raison-là. C'est-à-dire que si on veut comprendre pourquoi la monnaie a de la valeur, il ne faut pas juste dire que la monnaie peut ne pas être adossée à une créance. Parce qu'en réalité, au cœur même de la monnaie, il y a le crédit dans les deux côtés. C'est-à-dire que la monnaie, c'est une dette. Ça veut dire que ça a un pouvoir d'achat, ça veut dire qu'on doit nous rembourser avec des services réels contre la monnaie qu'on possède. Donc ça, c'est la partie dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais aussi, dans sa manière dont elle est construite, la monnaie se construit toujours en échange du crédit, de la même façon qu'on a vu ici. Et c'est la qualité du crédit qui fait la qualité de la monnaie. Bien, nous sommes le 19, nous sommes 14h41. Il me reste 5 minutes. Je vais quand même, 5-10 minutes, donc je vais quand même continuer le cours. Oui, parce que j'ai oublié mon téléphone, donc j'ai plus l'heure là sur moi, donc je regarde. Je ne vais pas réexpliquer, vous pouvez réécouter si c'est pas clair. Et je vais donc en 5 minutes revenir très brièvement sur les systèmes monétaires du XXe siècle. Et aussi, nous verrons plus tard comment est-ce que la monnaie aujourd'hui est créée, parce qu'évidemment c'est le complément de ce que je viens de dire, mais vous avez bien compris que la monnaie va être créée dans l'opération de crédit, mais je vais vous l'expliquer un peu mieux tout à l'heure, enfin la semaine prochaine. Alors la monnaie, concrètement, elle a pris plusieurs formes dans l'histoire. Je vais me limiter à l'histoire récente, à l'histoire du XXe siècle, pour vous expliquer que la monnaie a eu différentes formes. Alors on a compris que pendant quelques années, la monnaie était un étalon or ou argent, c'est-à-dire qu'elle était remboursable en or et en argent. Alors, là aussi sous différentes formes, et je ne vais pas revenir parce que ça a été un peu plus compliqué que cela, c'est-à-dire qu'il fallait distinguer la monnaie, l'étalon or et l'étalon argent de l'étalon de change or ou argent, ce qui était un truc un peu différent. Mais peu importe, ce qui est sûr, c'est que jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, la monnaie émise par les États était toujours une monnaie fondée explicitement sur des métaux précieux qui étaient de l'or ou de l'argent. Alors, on pouvait parfois avoir que de l'or, c'était le cas du Royaume-Uni, par exemple, la livre sterling était fondée uniquement sur de l'or, mais vous aviez aussi des systèmes qu'on appelait bimétalliques, qui étaient fondés à la fois sur l'or et sur l'argent. C'était le cas de la France, puisque la France, le franc français, était fondé d'abord sur de l'argent. Le franc germinal, créé en 1795, a valu jusqu'en 1914 4,5 grammes d'argent. Alors ça avait un côté très pratique, ce système de talon or ou argent, c'est que ça a limité considérablement l'inflation. Les systèmes du XIXe siècle, les systèmes monétaires du XIXe siècle sont des systèmes monétaires très peu inflationnistes, parce que justement il y a quelque chose qui fait que la monnaie a toujours de la valeur, c'est le fait qu'elle est convertible en une quantité fixe d'or ou d'argent. Alors ça n'a pas toujours non plus été aussi simple que cela, notamment quand on a commencé à découvrir des mines d'or aux États-Unis au XIXe siècle. Tout d'un coup, la valeur de l'or a baissé, et donc là, il y a eu des tensions inflationnistes, et d'ailleurs, ça a précipité aux États-Unis en particulier, à la fin du XIXe siècle, on avait un système bimétallique, et bien très vite, c'est devenu un système d'étalon or, selon le principe de la loi de Gresham, qui fait que la mauvaise monnaie chasse la bonne. La mauvaise monnaie ici, c'était l'or, et bien l'or a chassé la monnaie argent, parce que l'or a eu tout d'un coup vu sa valeur baisser à cause des découvertes de mines d'or. Donc ce n'était pas non plus un système qui était aussi fiable et aussi stable que ce qu'on pourrait penser. Mais on va dire qu'il était plus stable que d'autres. Voilà. Donc il y avait notamment nettement moins d'inflation. Alors là aussi, si vous voulez vérifier la question de l'inflation, je vous invite à lire le livre de Thomas Piketty, Le Capital au XXIe siècle, dont j'ai déjà parlé, qui est un livre extrêmement intéressant dans lequel justement il raconte les effets de l'inflation au XIXe siècle et le fait qu'au XIXe siècle il n'y avait pas d'inflation, ce qui veut dire que les gens parlaient, évaluaient la valeur en monnaie sans aucun problème. Oui, il n'y a eu pas qu'une seule ruée vers l'or, il y a eu plein de ruées vers l'or aux États-Unis au XIXe siècle. Donc tout ça pour vous dire que le système était relativement stable, enfin assez stable on va dire, c'est pour ça qu'il a été préservé longtemps, et en même temps
il manquait parfois de stabilité au moment où on découvrait des mines d'or. Et en même temps aussi, dernier défaut, là aussi, alors tout le monde n'est pas d'accord en économie, mais enfin, on va dire qu'une majorité c'est d'accord, c'est le fait que c'était un système qui finalement ne laissait pas tellement prise à la politique monétaire et qui ne favorisait pas vraiment la croissance économique. Parce que une des choses qui est intéressante dans la monnaie d'aujourd'hui, une monnaie qui est totalement déconnectée des métaux, c'est que du coup, la Banque centrale peut avoir un rôle important, par exemple pour susciter la création monétaire, pour aider le système bancaire et financier, en faisant varier les taux d'intérêt. Ça aussi, je vais vous expliquer plus tard. Le fait d'avoir une monnaie détachée de la question de l'or ou de l'argent permet comment dire, de mettre en œuvre des politiques monétaires un peu plus intéressantes, un peu plus dynamiques, enfin, un peu plus inventives, et donc de favoriser la croissance. Et là aussi, pensez que la croissance au XIXe siècle, dans les pays européens, est en fait assez faible. Globalement, la croissance moyenne, c'est 1 à 2%, ce qui est ce qui n'est pas du tout le cas enfin, ce qui n'a pas été le cas au XXe siècle, où on a eu une croissance bien plus importante, notamment pendant les 30 Glorieuses. En France, on avait 6% de croissance annuelle. Et à mon avis, ces 6% de croissance annuelle n'auraient jamais pu se faire dans un cas d'étalon or. Mais là, vous verrez au prochain semestre, Monsieur Hülsmann, Guido Hülsmann ne sera pas d'accord avec ça, parce que lui, il est très attaché à l'étalon or, mais voilà, la majorité des économistes aujourd'hui sont plutôt, pour une fois, dans mon camp. Voilà, donc, le système d'étalon or, il a fonctionné jusqu'à ce qu'il a arrêté de fonctionner, c'est-à-dire à la Première Guerre mondiale, où là, les dettes entre pays ont été tellement importantes, les dettes à l'époque entre pays se payaient en or et en argent, qu'on s'est retrouvé avec des pays qui n'avaient plus assez de réserves en or et en argent pour garantir la stabilité de la monnaie. Donc on est arrivé, après la Première Guerre mondiale, à une grave crise monétaire, à cause de l'inégale répartition des réserves en or et en argent. Crise monétaire qui a entraîné des réflexions et des changements de monnaie. Alors je suis en train de voir une monnaie qui a plus de valeur. Non, alors la monnaie qui a la valeur d'un pays à l'autre, tout ça, bon, on va revenir, c'est autre chose. On va pas réfléchir à ça, et je pense que vous verrez ça plus tard, parce que je n'ai pas envie de m'embarquer sur ces questions-là, sur les taux de change des monnaies les unes par rapport aux autres. Ce que je veux dire, c'est qu'à partir de la Première Guerre mondiale, on a vu des phénomènes inflationnistes apparaître. Alors à l'échelle des pays, parfois de l'inflation importante mais contrôlable, et parfois on a eu aussi des phénomènes nouveaux qui étaient l'hyperinflation, notamment en Allemagne, en 1923. Et ça a évidemment beaucoup déstabilisé les gens, parce que c'était la première fois qu'on voyait un phénomène comme ça, une monnaie qui s'effondre, dans la valeur s'effondre. Et ça, c'était le risque, de fait de détacher la monnaie de l'or et l'argent. Alors aujourd'hui, on n'a plus ces épisodes-là, mais ils ont beaucoup marqué l'histoire, et ils ont donné le sentiment aux gens qu'il fallait quand même, que si on détachait la monnaie de l'or et de l'argent, il fallait quand même la rattacher à quelque chose, c'est-à-dire à un pouvoir politique stable, et une politique monétaire assez stable. Alors je voulais conclure par une anecdote. Tout à l'heure, je vous ai dit que une des plus grandes réserves en or de la planète se trouve à New York, dans les coffres de la Banque centrale de New York, alors qui est l'une des 6 banques centrales des États-Unis, parce qu'il y a 6 banques centrales et il y a une banque fédérale, qui est autre chose, qui chapeaute un peu les autres banques, mais parmi les 6 banques centrales les plus importantes, la plus importante, c'est la Banque de New York. Eh bien, il faut savoir que cet or-là, il n'appartient pas que au système bancaire américain, il n'appartient pas qu'à l'État américain. Une partie de l'or qui est dans les coffres de la Banque centrale de New York appartient en fait à l'Allemagne. Et c'est peu connu, mais pendant les 30 Glorieuses, on a compris que l'Allemagne avait perdu quasiment tout son or après l'épisode des 2 guerres mondiales et l'épisode nazi, que du coup, le système s'est appelé le système Bretton Woods, je vais en parler la semaine prochaine, a entraîné un changement de politique, de système monétaire. Mais pendant les 30 Glorieuses, l'Allemagne a aussi accumulé beaucoup d'excédents sur les États-Unis et a demandé le remboursement en or des dollars qu'elle avait acquis. Et en fait, pour la petite histoire, Angela Merkel, il y a quelques années, est allée aux États-Unis, c'était sous l'époque Bush ou Obama, je ne sais pas trop, et elle est allée demander de voir l'or qui lui appartient dans les coffres de la Banque centrale américaine. Et en fait, parce que cet or n'avait jamais été transféré physiquement, il est resté. Donc on est sur un système, un peu que je vous ai montré, un système de
lettres de crédit. Hein. Les États-Unis ont fait une lettre à l'Allemagne en disant, bah voilà, parmi l'or que je possède dans ma propre banque, eh bien, une partie maintenant vous appartient. Donc Angela Merkel, quand elle a été élue chancelière, elle est allée aux États-Unis, elle a dit, bah, tiens, j'aimerais bien voir l'or qui m'appartient dans les coffres de la Banque centrale de New York. Et bien sûr, les États-Unis ont dit, en fait, non, vous ne pourrez pas venir pour des raisons de sécurité. Et donc Angela Merkel n'a pas pu voir l'or qui lui appartient, en tout cas qui appartient à l'Allemagne, dans les coffres de New York. Et tout ça pour vous dire que, à la fin du fin, celui qui possède l'or, c'est aussi celui qui possède physiquement l'or. C'est pas que celui qui possède la créance, et aussi celui qui a la capacité militaire de récupérer l'or et l'argent qui lui appartient. Et sur cette réflexion, je vous laisse méditer jusqu'à la semaine prochaine.